Vous avez pas faim? Non. J'ai faim. J'ai faim. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Mangez vos victuailles avec appétit, car nous dînerons en enfer ce soir. Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Elle me fait un petit casse de moi. J'aime pioter comme un enculé, tiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode du 7e L'Art, le premier podcast cinéma garanti sans gras. Oui. Je suis Julien et aujourd'hui on a inversé les rôles, c'est Hugo qui m'accompagne et un invité surprise, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Émile. Émile, qui a un podcast, fais ta petite promo. Ouais, j'ai un podcast qui s'appelle Les Yeux dans les nuages, voilà, Deezer et Spotify, Les Yeux dans les nuages, voilà. Qui parle de cinéma. De cinéma. On va pas se mentir. Ok. Non mais allez voir ça. En fait, on passe sur les rêves des invités, comme ça, vous avez peut-être des rêves en commun. Venez voir. Non, écoutez. C'est un super podcast. Je confirme. Merci. Mais je vais écouter. Je dis pas ça parce que c'est notre invité, c'est vraiment bien. Moi, je découvre. Ok. Alors. Et du coup, moi, bonjour. Ah non, mais toi, on t'apprête. Oui, mais vous, monsieur critique sauvage, on vous connaît. Bonjour. On n'a pas besoin. Je vais être en retrait aujourd'hui. Non, mais ok, mais merci, bonjour. Pour commencer, on va redéfinir le principe de l'émission. Alors, il s'agit d'établir une liste de 4 films selon un thème donné, une liste par personne, et nous tirerons au sort à chaque fin d'épisode le thème du prochain podcast que nous avons déposé dans une casquette, enfin dans un chapeau, dans une casquette, dans un couvre-chef. Donc la petite particularité, c'est qu'on a 4 films. Donc il y a un film qu'on n'a pas aimé, enfin que je n'ai pas aimé plutôt, parce que c'est ma liste. Un film que j'ai aimé, un film que personne n'avait vu avant le podcast, et un film à part, un ovni, un film décrié ou oublié ou mal aimé. Évidemment, à la fin du podcast, nous vous donnerons le nom de la personne qui établit la liste tirée au sort. Alors si vous n'avez pas lu le titre de cet épisode, c'est que nous allons parler aujourd'hui des films de Denis Villeneuve, réalisés par Denis Villeneuve, parce que c'est pas un acteur. Et c'est donc avec une joie non dissimulée que pour la première fois nous allons nous attaquer dans un épisode entier à la carrière d'un réalisateur. Bien évidemment, on ne pourra pas parler de tous les films réalisés, scénarisés et produits par ce dernier, car il commence à en avoir pas mal à son actif, l'artiste. Il en a 11. Ouais. Il en a 11, merci. Avec Mais avant de vous mettre... Pardon ? Avec le Dain 2 là. Le Dune 2. Ah, je crois que le Dain... Mais non, le Dain, c'est... Dain 2 de... Mais avant de vous mettre l'eau à la bouche en vous révélant ma liste, dans le désordre toujours, faisons une brève biographie de Monsieur Villeneuve. Il est né le 3 octobre 1967 à Bécancour, dans la région des Trois-Rivières au Québec. Il grandit avec les films de SF comme Star Wars, 2000 ans de l'espace ou encore Alien, et aussi les films de Nouvelle Hollywood, avec Coppola par exemple. Il étudie les sciences de la nature, puis se lance dans des études universitaires de cinéma à Montréal. Il gagne la course Destination Monde Europe-Asie, une émission de télévision canadienne où il réalise pendant son voyage de 6 mois des petits courts-métrages mêlant la SF et à la poésie sous forme de pastiches de documentaires scientifiques. Et où il crée un personnage d'homme caméra, le camérosaure. Ce concours le fait remarquer et plus tard l'amène à collaborer avec le cinéaste essayiste Pierre Perrault sur son dernier film Cornouailles. Il réalise son premier docu-fiction en 1994 pour l'Office national du film du Canada, baptisé Rewind Fast Forward, où l'on suit un photographe qui tombe en panne dans un dangereux ghetto en Jamaïque. Pendant les réparations, il finit par s'ouvrir aux autres et accepter d'être ailleurs. Ensuite, Denis Villeneuve passe par l'assistanat mise en scène et cherche à s'émanciper des vieilles institutions qui freinent sa créativité et son envie de travailler avec des gens de sa génération. Il passe aussi brièvement par la réalisation de clips, mais cela lui déplaît, même si ça lui permet d'avoir une première expérience avec la fiction et les productions à moyen budget. En 1996, il scénarise et réalise un des segments du film collectif Cosmos, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes de 1997. Il y rencontre le producteur Roger Frappier, qui va financer l'écriture et la réalisation de ses 2 premiers longs-métrages. D'abord, Un 32 août sur Terre, une comédie dramatique sur fond d'accident de voiture, de retrouvailles entre vieux amis ayant pour but de faire un enfant dans le désert de Salt Lake City. Film qui fait le tour des festivals internationaux et reçoit quelques prix. Puis en 2000, il sort Maelstrom, un drame existentiel sur la culpabilité et le pardon avec une tête coupée de poisson norvégien comme narrateur. Le film récoltera plus de prix dans de plus gros festivals que son prédécesseur. S'ensuit un court-métrage, Next Floor, présenté à la Semaine de la critique de Cannes en 2008 et vainqueur du Grand Prix Canal+ du meilleur court-métrage.
L'année suivante, Denis Villeneuve présente la quinzaine des réalisateurs polytechniques traitant de la tuerie de masse de 1989 dans la dite école à Montréal. La concrétisation au niveau cinéma d'art et d'essai arrive juste après, en 2010, avec son adaptation de la pièce de Wadji Mouawad, Incendie, racontant le parcours d'une mère séparée de son fils par un conflit religieux au Moyen-Orient, pour la faire courte. Le film remporte un très grand succès critique dans le monde, avant-première à la Mostra de Venise, nomination aux Oscars, considéré comme l'un des 10 meilleurs films de 2011 par le New York Times, et un bon succès en salle, notamment aux États-Unis, ce qui est surprenant pour un film québécois en langue étrangère, arabe et français. À partir de là, on ne l'arrête plus, le père Villeneuve. Il commence sa carrière hollywoodienne avec un thriller plutôt tendu, Prisoners en 2013, puis enchaîne avec le bizarre, vous avez dit bizarre, Ennemi en 2014, l'indigné, la guerre des cartels, C'est pas Jojo, Sicario en 2015, le terme Bienvenue chez les ch'tis avec des extraterrestres, Premier Contact en 2016, son abyssal fan-film pété de thunes, Blade Runner 2049, sorti en 2017, puis dernièrement les 2 premières parties de Dune en 2021 et 2024. En adaptant ou écrivant des récits dits de genre, thriller, action, fantastique, SF, dans sa deuxième partie de carrière, Denis Villeneuve obtient le statut d'auteur-réalisateur de blockbuster intelligent ou à concept. Appellation un peu fourre-tout, mais qui révèle cette double identité. Étant passé par la case documentaire puis film d'art et d'essai intimiste et pseudo-intellectuel, est-il maintenant devenu un auteur qui s'est oublié depuis son passage à Hollywood? Ou était-ce un moyen comme un autre d'arriver à ses fins, réaliser des films de SF, comme dernièrement avec son adaptation de Dune, série de romans dont il a toujours été fan? C'est pour ça qu'il m'a semblé pertinent de choisir pour aujourd'hui des films qui s'inscrivent dans ces 2 périodes, 2 dans chacune, en respectant bien sûr le concept de l'émission. Et oui, nous aussi, on aime les concepts. Maintenant, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec le film que j'ai aimé. Oui, j'ai décidé de commencer par le film que j'ai aimé, qui n'est d'autre que Incendie. Ah, Incendie d'accord. avec un S. J'ai cru que t'allais dire Maelstrom. Ah, Comment Non, mais après, c'est c'est- génial. Donc faites attention, ça va spoiler, ça va divulgacher. Ah oui, et c'est important Parce de... que oui, surtout pour ce film-là. Donc Ouais. faites attention si vous n'avez pas vu le film, vaut mieux le voir avant et ensuite écouter notre podcast si ça vous fait toujours plaisir. Sorti en France le 12 janvier 2011, c'est le 4e film de Denis Villeneuve. Il est l'adaptation de la pièce de théâtre du même nom de Wadji Mouawad, deuxième volet s'inscrivant dans la tétralogie Le sang des promesses. Pour résumer la pièce brièvement, c'est l'histoire de 2 jumeaux, Jeanne et Simon, qui après la lecture de la lettre testamentaire de leur défunte mère Nawal, vont chercher à éclaircir plusieurs zones d'ombre. Le parcours de leur mère au Liban et son exil au Canada, l'existence de leur père qu'ils croyaient mort, et ainsi que celle d'un frère caché. Le notaire leur remet 2 autres enveloppes à destination chacune de ces 2 derniers, qui se révèlent être la même personne. Le premier étant le fils que la mère n'a jamais pu rejoindre pendant la guerre, et le second, le père caché et l'horrible bourreau sans le savoir de Nawal lors de son incarcération après avoir assassiné le chef de la milice chrétienne. C'est donc à la fois un drame sur la maternité, une quête initiatique aux résonances oedipiennes et une réflexion sur la douleur humaine avec pour toile de fond les conflits religieux au Moyen-Orient. C'est après avoir assisté à la représentation de la pièce et en être ressorti complètement bouleversé que Villeneuve décide de l'adapter. Il écrit une ébauche d'une 50aine de pages qu'il envoie à Wadji Mouawad, qui accepte gracieusement de lui laisser les droits et lui laisse carte blanche. Il s'entoure de Valérie Beaugrand-Champagne comme co-scénariste. Le casting principal est composé de l'actrice belge Lubna Azabal pour interpréter Nawal, Mélissa Desormeaux-Poulain et Maxime Godette pour incarner les jumeaux, Abdelgafour El-Aziz pour Nihad, le fils caché de Nawal et le père des jumeaux. Et enfin Rémi Girard dans le rôle du notaire et ami montréalais Jean Lebel. Le tournage a lieu au Canada et en Jordanie. Pour la musique, Denis Villeneuve fait appel au français Grégoire Hetzel, compositeur habitué à travailler sur les films d'auteur. La photo revient à son fidèle collaborateur André Turpin, beaucoup chef-op sur les films de Xavier Dolan maintenant. Et pour le reste du casting et de l'équipe technique, je vous laisse vous démerder sur l'internet. Le film rencontre un bon succès en salle à l'international. 16 millions de dollars pour un budget de 6,5 millions. C'est aussi un succès critique comme déjà cité en intro. Meilleur film canadien à Toronto et 8 statuettes au prix du génie. Alors sur ces dernières informations, je vous laisse la parole. Qui veut commencer ? Vas-y, je t'en prie, Émile. Incendie ? Ah oui, oui. Ben, c'est génial. Non, mais en fait, j'avais étudié la pièce. Moi, je suis un grand fan de la pièce. Et elle se lit super bien. Voilà. T'as lu ça en programme en cours de lycée ? Ouais, j'étais c'était il y a quelques années, mais j'étais en option théâtre. Donc tu connaissais déjà la pièce avant le film ? Je connaissais la pièce, donc j'ai pas été surpris par l'histoire du tout. Et dans la pièce, t'as tous les personnages qui viennent raconter un peu tout ce qu'on voit, ce qu'on peut voir dans le film. Mais le
le film est bien parce que la pièce est géniale. Et du coup, il lui rend honneur à la juste valeur. Après, il amène pas une dimension qui non plus immense en plus. Ce qui est que comme la pièce est super, moi c'était ma pièce préférée au moment où je l'ai lue, en fait, le film lui rend juste bien honneur comme il faut, sans artifice inutile. Hein. C'est très simple, quasiment documentaire, mais je pense que c'est ce qu'il fallait pour amener la dureté de cette histoire, parce que je vais pas vous mentir, c'est dur. Donc passer l'accent québécois qui me fait toujours beaucoup rire, je suis désolé. C'est qui a l'accent québécois? C'est surtout le notaire. Oui, mais en fait, les deux enfants aussi. Non, mais c'est hyper sérieux, même dans le bouquin et tout, c'est un peu. Mais c'est hyper sérieux. Et quand il sort la crise de paix comme ça, c'est un peu compliqué au début parce que. Voilà. non mais oui, c'est sûr. Je déconne. Mais à part ça, passer ça, j'ai trouvé ça. Poignant. Tu l'as rattrapé en fait, DVD ou tu l'avais vu Je l'avais vu en cours. Je l'avais vu en cours et en fait j'avais un peu, ça faisait longtemps, j'avais un peu oublié. Ouais. Donc je l'ai rematé et j'ai trouvé que ça te met une patate à des moments. J'ai la scène du bus, je pense que c'est le point culminant du film. Après, je trouve que les révélations finales sont un peu faiblos par rapport à ce qu'ils pouvaient en faire. Mais ça va aussi dans le sens documentaire, quasi documentaire et réaliste. Ouais, mais c'était ma question, ça, parce que vu que j'ai pas lu la pièce, est-ce que c'est mieux d'amener dans la pièce les révélations c'est toujours compliqué parce qu'une révélation, c'est la première fois que tu la prends dans la gueule qu'elle est forcément le plus impressionnant. Quand tu sais un truc, c'est vrai voilà, c'est ça. Avec la pièce, oui. Donc en fait, comme je savais. On va briser le truc tout de suite. Hein. On a fait un avis anti-spoiler. Oui. Ouais, comme je savais que le père et le fils étaient la même personne, au moment où il dit 1 plus 1 égale 1, là, voilà, je me suis dit, ok, il l'annonce comme ça. Alors que vous, qui ne connaissiez pas, vous étiez en mode 1 plus 1 égale 1, ça veut dire quoi? Et là, vous l'avez en même temps qu'elle. Moi, je l'ai eu assez rapidement. Oui, bon. Imaginons un spectateur. Alors que moi, je suis une qui, normalement. Voilà. Je suis une qui, pourtant. Je vois pas les choses, mais alors là, j'ai fait, c'est un peu bizarre. Le bureau, on voit pas trop son visage. Ouais, ça a l'air d'être. Hugo l'a eu en même temps qu'elle, et peut-être que c'est plus impactant pour lui, du coup. Parce que moi, je le savais. Truc en même temps qu'elle, quoi. Enfin, moi, je trouve. Ouais. Mais moi, je suis un peu un enfoiré parce que je l'ai pas revu. Voilà, donc. Je l'ai mis dans mes préférés, mais je l'ai pas revu. Pour moi, c'est un grand film. Faut que je le revoie. Mais c'est vrai que la révélation, moi, ça n'avait pas non plus. Ouais. Et c'est la mise en scène de Villeneuve qui fait ça. Oui, peut-être, je sais pas. Mais il est sobre, en fait. C'est pas ce qui est intéressant aussi. C'est intéressant dans le film. Parce que c'est ce côté espèce de réécriture oedipienne. Ah, mais la pièce, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça, ok. Et en fait, j'ai trouvé que voilà, le film était super. D'excellents acteurs, une réalisation sobre et un peu reculée, on le voit pas trop en fait, Denis Villeneuve, et ça sert le récit, et c'est là-dedans qu'il est le meilleur, parce que pour moi je pense que académiquement parlant c'est son meilleur film. Ouais, parce que oui, c'est ce que j'ai noté, moi c'est le matériau de base, il est tellement génial déjà que après il a un certain talent, il vient du documentaire à la base, Villeneuve, donc ce côté naturaliste, la mise en scène naturaliste du film se colle totalement au propos, c'est ce que tu as dit. Le matériau de base, après, il est un peu aussi... je dis que voilà, il est génial, mais il est aussi... voilà, c'est quand même du théâtre contemporain qui peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est quand même une pièce assez lourde. Je pense pas que ce soit si facile que ça à adapter, donc il y a quand même un chapeau à Monsieur Villeneuve. Oui, il a rendu peut-être le truc un peu plus ludique, entre guillemets, quoi. Ouais. J'ai une petite citation, mais je vais pas la faire en québécois. J'ai opté pour la sobriété d'un réalisme cru en conservant le facteur mythologique de la pièce à l'aide d'un travail sur la lumière naturelle et les ombres. L'émotion ne doit pas être une fin, mais un moyen pour atteindre l'effet de catharsis désiré. Bon, ça c'est un peu le côté de Denis Villeneuve qui aime pas trop faire de l'émotion, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'il se retient un peu, et moi j'aime bien l'émotion, donc c'est pour ça que des fois je trouve un peu frustrant le fait qu'il aille pas loin, tu vois, dans ce côté révélation. Il pourrait lancer la musique un peu plus, mais voilà. Mais ça il le fait, il aime bien il le fait avec la musique. En vrai, c'est justement, il s'abstient de pousser ses acteurs à l'émotion un peu mélodramatique, on va dire, quoi. Donc voilà mon avis sur Incendie. À peu près mon avis aussi. À tout, je sais pas, Hugo, toi, ce que tu veux rajouter? Moi je l'avais pas vu du tout. Moi je fais une parenthèse pour dire que au-delà de la liste, j'ai vu tous les Denis Villeneuve à part son tout premier, un 32 août sur Terre. Je voulais le voir et au final j'en pouvais tellement plus à la fin que
Donc peut-être qu'il reviendra, peut-être dans une non-recommandation sur un autre épisode, peut-être, voilà. Et j'ai pas revu Prisoners, ce que j'avais vu il y a 10 ans, mais du coup j'ai vu 10 films sur 11. Et moi je suis tout à fait d'accord avec Émile pour rebondir sur ce qu'il disait. Moi je trouve que c'est son meilleur film, et de très loin. Je trouve que justement cette sobriété-là, moi je trouve qu'elle marche super bien. Alors toi, t'avais une idée de la révélation finale, justement parce que cette mise en scène opte pour ne jamais montrer le visage du bourreau, donc forcément t'as un petit indice. Ouais. Mais je trouve que, comme disait Émile, tu te le manges quand même en même temps qu'elle, et t'es tellement porté par l'histoire qu'en fait tu te poses pas trop la question. Je fais mon petit rabat-joie, mais en vrai, j'ai été quand même pris par le truc, toi. Bah, puis la révélation finale est tellement horrible qu'en fait t'y penses pas trop. Tu te dis ouais, il montre pas le bourreau justement parce que tu penses, parce qu'il veut pas aller du tout dans la démonstration là-dedans, Villeneuve, contrairement à ses autres films. C'est un truc, il montre jamais le viol. Quand elle accouche, il montre juste une tache de sang. Enfin, tu vois, tout est très suggéré. Oui, une belle tache de sang. Tout est très très suggéré, tu vois. Ça colle bien avec lui, c'est en général ce qu'il fait comme film, quoi. Bah non, parce que je trouve que justement des fois il a tendance un peu à surexpliquer par peur qu'on comprenne pas. On y reviendra sur les autres films de la sélection, mais celui-ci, ouais, moi j'ai trouvé que c'était une baffe dans la gueule. Moi j'ai encore des images en tête. Ça fait faire une petite semaine que je l'ai vu. Il m'a retourné le crâne. Alors par contre, faut bien préciser aux auditeurs que c'est un film à regarder quand tu vas bien. C'est-à-dire si dans ta vie émotionnellement t'es un petit peu friable, il faut pas du tout regarder ce film là, parce que c'est quand même un aller-retour qui monte crescendo, je trouve. Tu t'y attends pas trop au début, tu te dis ouais, c'est un film politique sur un pays en guerre, etc. Guerre de religion, etc. Toi, t'es petit occidental, là, tu t'en fous, toi. Non, mais justement, mais au début, je disais, ouais, c'est très très bien, mais je l'ai déjà vu dans plein d'autres trucs, en fait, ça. Non, c'est une histoire de famille. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de famille. Ça. Et ça, tu c'est comprends une pas histoire, trop au début, c'est quoi. une histoire vraie, apparemment. Oui, voilà, c'est ça. C'est à quel point tu peux te détacher de tes origines et vivre avec, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, de Exactement. tes origines, comment t'as été procréé, dans quel contexte, quoi. C'est ça. Et en fait, là, la fin, les lettres que vous entendez à la fin sont dans la pièce, c'était mot par mot, donc c'est vraiment repris de la pièce. Les lettres sont liées aussi à haute voix dans la pièce, et la lettre au jumeau, qui est la dernière, elle finit aussi la pièce avec ce choix, en fait. Vous faites le choix de choisir où commence votre histoire, soit dans l'horreur si elle commence dans cette prison, soit dans l'amour si elle commence au moment où j'étais amoureux de cet homme qui était musulman et moi chrétienne, tout ça. Donc pour moi, c'est ça le message du film, tout est là. Ouais. C'est exactement ça. C'est l'inverse, non, c'est elle qui est musulmane. Non, elle est chrétienne. Ah, elle est chrétienne, justement, elle est chrétienne. Elle est chrétienne, justement, Mais en dans fait, la scène fois... du bus, c'est ce qui l'aide. Et voilà, et elle se fait passer pour musulmane pour rentrer dans le bus. Et en fait, de base, elle est chrétienne, mais elle s'est mise avec un musulman. Et après, elle va aider les musulmans pour tuer le chef des chrétiens, là. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Oui, ok, oui. Donc voilà, et Émile l'a dit, c'est vrai que l'interprétation est juste incroyable. L'accent québécois, ça m'a pas plus gêné que ça. On en parlait dans... Ça m'a plus gêné dans Martyr de Pascal Logé, dont on parlait dans le dernier épisode, que dans celui-ci. Mais par contre, l'actrice principale, qui est une actrice que j'adore, Lumna Zabal, celle qui joue la mère. Qui joue la mère, qui est une actrice belge, et qui est incroyable, vraiment. De toute façon, dans tout, elle est abonnée, elle est un peu au film d'auteur. Dans tous les films dans lesquels je l'ai vue, elle est vraiment démentielle, cette actrice. Je veux dire, ça fait partie des actrices qui a pas besoin de faire grand chose pour te procurer une émotion immense. Et les deux enfants sont très très bons aussi, d'ailleurs, au demeurant. Ouais. Celui qui joue le fils, c'est un acteur assez récurrent de Denis Villeneuve. Il joue le rôle principal dans Polytechnique aussi. Et je le cite en intro là, mais non, il a pas fait beaucoup de films. Je crois qu'il a fait que Polytechnique. Oui, il a fait que Polytechnique. Et après, de toute façon, Denis Villeneuve est parti aux États-Unis, donc voilà, il n'y a plus trop pris d'acteurs québécois, me semble-t-il. Non, il est le cast américain. Mais ouais, voilà, c'est ça. Mais il a pris une française, on va en parler tout à l'heure, mais pas des Québécois. Et moi, je trouve que ouais, c'est une petite pépite. Après, je trouve quand même que il y a toujours le petit truc chez Denis Villeneuve, c'est qu'il peut pas s'empêcher d'expliquer. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand il donne toute la force à ces images, ce qui est quasiment 90% le cas dans tout le film. Et des fois, il peut quand même pas s'empêcher de surexpliquer. Bon, alors ça, c'est aussi le concept avec les lettres et tout ça, machin. Ou tu vois, par exemple, le tatouage sur le talon, etc.
C'est vrai que et tu après il te remontes. le redit. Ça m'a un peu saoulé ça. C'est un peu, moi c'est un peu ce que je reproche de toute façon à Denis Villeneuve dans toute sa filmo, donc forcément c'est un truc que j'aime moins dans Incendie, mais à part ce petit bémol, et que je trouve que des fois aussi la mise en scène, je trouve des fois elle manque un petit peu d'ampleur, mais à part vraiment ces deux tout petits bémols, moi je trouve vraiment que c'est un très très grand film, et ces deux petits bémols en font un très grand film et pas un chef-d'œuvre à mon sens. C'est juste ça. Okay. Mais sinon, pour moi, le meilleur film de Denis Villeneuve, ouais, ça c'est indiscutable. Moi c'est pas mon préféré. Mais c'est celui que j'estime être le meilleur. Moi je l'ai mis. Non. Ah, c'est pas ton préféré, mais c'est celui que t'estimes. Après, j'ai pas tout vu. Peut-être que son tout premier, c'est La Balle Atomique. J'ai pas vu non plus. T'inquiète. Vu ce qui en ressort un petit peu à droite à gauche, je ne crois pas. Mais on peut peut-être se tromper. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On fait le tour de la question. La question, ouais. Tout à fait. Oscar du meilleur film étranger. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. C'est vrai. Et ouais. Attends. Et je le dis, je crois, dans l'intro, mais c'est bien de le rappeler si j'oublie. Et c'est pas... oui, c'est pas volé. C'est pas volé. C'est pas volé du tout. Ouais. Hosted Chris que c'est pas volé. Hosted Chris. Désolé pour les Québécois qui écoutent. C'est que de l'amour, je le fais très mal. Très bien. Non, je le fais. On maîtrise pas très bien non plus. Alors, ok, bon, on peut passer au deuxième film. Donc moi j'ai choisi. Donc le deuxième film, c'est le film Méconnu, un film méconnu. Qui n'est autre que Maelstrom. Maelstrom. Qui veut dire. La descente de 16 étages. C'est quoi le Maelstrom, les gars? Un Maelstrom, c'est une tempête. Une sorte de tourbillon. Ouais, un tourbillon, c'est ce qu'il y a à la fin de Pierre des Caraïbes 3. J'allais dire ça, c'est incroyable. Moi j'étais fan de ces trucs-là quand j'étais petit. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est une tempête, mais je crois que ça désigne vraiment ce que ça fait à l'eau, cette espèce de tourbillon là. Ouais, c'est ça, une sorte de tornade inversée dans la flotte, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un film catastrophe. Non, pas du tout, je rigole. Donc c'est le deuxième long métrage écrit et réalisé par Denis Villeneuve, sorti le 4 juillet 2001 en France. Conté par un poisson issu du magma aquatique du début de la formation de l'hiver, on suit Bibiane Champagne, une jeune femme d'affaires dont la vie, sous les apparences de réussite, va se transformer en un chaos suite à plusieurs événements. Elle subit un avortement traumatisant. Son frère, associé avec elle, lui fait constamment des reproches. Et un soir, en rentrant en voiture, ivre et sous une pluie battante, elle percute accidentellement un homme et prend la fuite. Le blessé, un poissonnier norvégien, réussit à rentrer chez lui, mais finit par mourir. Bibiane cherche d'abord à cacher son crime et en voulant se débarrasser des preuves à frôler la mort. Par un curieux hasard, elle va faire la rencontre du fils du défunt, Evian, dont elle tombe amoureuse. Puis, après lui avoir fait éviter un accident d'avion, elle finit par lui avouer son crime. L'idée du scénario vient de l'intérêt de Denis Villeneuve pour les accidents de voiture. Sa protagoniste est inspirée de plusieurs portraits de femmes qu'il connaissait à l'époque, dont une mythomane. D'abord considérée comme trop sombre et lourd, même si Villeneuve voyait du tragicomique dans le scénario, il se résout à le rendre plus gai, comme, entre guillemets, un appel ludique à être responsable et prudent. Fermez les guillemets. Bien que son sujet soit hyper réaliste, il décide d'ajouter à sa narration du merveilleux, entendez conte ou fantaisie, en y ajoutant une truite comme conteur. Idée qui lui est venue suite à une intoxication alimentaire. Ha ha ha, la blague. Côté casting, c'est à l'époque la novice Marie-Josée Croze qui est choisie pour incarner Bibiane, connue plus tard au Québec pour Les Invasions barbares et en France pour Ne le dit à personne et du drame Le Scaphandre et le Papillon. À la photo et à la prod, on retrouve ses amis André Turpin et Roger Frappier. Le film rencontre un succès mitigé, mais est tout de même nommé au Festival de Toronto et au Sundance. Plus tard, Denis Villeneuve déconsidéra un peu son film en admettant qu'il était peut-être trop déconnecté et arrogant à l'époque, et qu'il n'avait ainsi pas réussi à convaincre les spectateurs et la critique. Le réalisateur va entamer une longue pause de presque 9 ans avant de revenir avec Polytechnique. Donc, on s'en fout de Polytechnique, il n'est pas dans la liste. Parlons de Maelstrom. Vas-y Hugo, commence. Ouais, c'est bien. Oh putain, là c'est la chute libre quoi. Entre Incendie et Maelstrom quoi. Oh là là là. Ah non, mais moi je suis dépité, j'en oublie le micro là. Alors ça vraiment, c'est extrêmement mauvais. C'est exactement tout ce que j'aime pas dans le cinéma. Alors c'est bien, c'est parce qu'il est lucide au moins sur lui-même, Denis Villeneuve. Il trouve que c'est un film arrogant, mais c'est vraiment ça, c'est un film arrogant. Déjà, ça commence, l'ouverture, c'est un poisson qui parle. Donc là, tu dis non mais... C'est pas ce qu'il y a de plus arrogant. Ouais, non mais... il appelle son film Maelstrom, il fait que des images sur la mer. Il y a un poisson qui parle, tu dis bon, au bout d'un moment, t'es plus en école de ciné, mon gars. J'ai vu des trucs plus fins en dernière année de licence à la fac, quoi. Donc bon, heureusement, moi je trouve que c'est un film qui est sauvé in extremis par son actrice principale, Marie-Josée Croze,
qui depuis a été récupérée par le cinéma français, hein, notamment celle qui joue la femme de François Cluzet dans Ne le dis à personne de Guillaume Canet. Je leur dis parce que moi c'est une actrice que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve que des fois elle a tendance à sauver des films de la noyade sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et je trouve que là c'est le cas, parce que là ça va pas du tout comme film, quoi. Enfin je veux dire, ça va pas. Mais pourquoi? Explique. Bah, j'y vais. Les arguments de. J'y vais, mais pourquoi ça va pas du tout? Bah parce que déjà c'est très prétentieux, hein, c'est que quand même son deuxième film, t'as l'impression que le mec il a 15 ans de carrière. Je trouve que ça raconte rien. Vraiment, je trouve ça vide, mais comme son personnage principal. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais justement, problème là-dessus. Ouais. En voulant dénoncer la vacuité, il est plus vain que son personnage principal. Et je trouve qu'en plus son personnage principal, je trouve qu'il va pas jusqu'au bout du délire. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus poussé à l'extrême sur elle, et au final, c'est tellement mal écrit en fait. Que elle essaye un peu de sauver les meubles par son interprétation, mais t'y crois pas. Après, il y a le fait qu'elle renverse le personnage du vieux et tout ça. Elle s'en veut, elle le jette à la mer. Bon, ok, super, merci. Et après, bon, bah, en gros, elle tombe amoureuse du fils de sa victime, quoi. C'est du vu et revu. Et en plus, tout est fait pour que tu ne t'attaches jamais au personnage. Bon, ça, c'est toujours un gros problème chez Denis Villeneuve pour moi. Et en fait... J'ai su pourquoi on s'attachait pas au personnage dans Maelstrom, alors que l'histoire est conçue pour que tu t'attaches au personnage et que tu sois touché. Mais en fait, il y a tellement d'artifices tout le temps qui ne servent à rien qu'au bout d'un moment, tu dis c'est bon, quoi, le poisson qui parle, t'es pas obligé de le mettre 5 fois, quoi. Et en plus, il le met en conclusion à la fin et le poisson se fait couper la parole parce qu'il se fait trancher en deux et il met le mot fin là. Alors je dis c'est une boucle, Hugo. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais en même temps, le film s'appelle Maelstrom, donc bon, je me doutais bien qu'il allait avoir une boucle là-dedans. Non, vraiment, j'ai pas grand-chose à en dire parce que je trouve que c'est vraiment un film vain, creux, qui se prend vraiment au sérieux, qui veut raconter 1000 choses mais qui ne raconte rien et qui surtout n'a pas beaucoup d'intérêt et vraiment se regarde filmer. Bon, ça, c'est quelque chose qui va revenir dans les autres films dont on va parler. C'est un gros problème chez Villeneuve pour moi, mais alors là, c'est vraiment, ça se regarde le nombril, mais à fond. C'est vraiment regarder chez faire du cinéma d'auteur, mais sans la maestria d'un incendie, justement, qui évoque... Tu vois, il y a toujours des thèmes récurrents chez Villeneuve. Tu retrouves les mêmes thèmes que dans Incendie. Alors, c'est pas... Incendie, c'est adapté d'une pièce qui est pas de lui, mais il l'a adapté parce que c'est des thèmes qui lui parlent. Ouais. Sauf que dans Maelstrom... Les thèmes, tu n'es jamais touché par le destin des personnages. À la fin, ça se termine, tu dis ouais, ok, bon bah allez, je regarde autre chose. Du coup, bah moi j'ai maté un petit truc en plus que j'avais déjà vu, qui est une merde aussi, mais au moins comparaison au passage. Voilà, non, mais j'avais besoin. En fait, après chaque Denis Villeneuve, j'avais besoin d'un truc qui n'avait aucun rapport avec la choucroute pour un peu pour me laver, c'est-à-dire voilà. Donc donc Maelstrom, c'est un film méconnu de Denis Villeneuve et à juste titre parce que ça doit pas être découvert pour moi. Voilà. Merci, au revoir, bonsoir. J'enchaîne. Vas-y, enchaîne. Non, ben moi en fait, ça a pas aidé parce que je l'ai vu sur Rocaille-Rue en streaming avec une qualité dégueulasse. Il était sur Amazon, les gars. Moi, j'ai pas Amazon, je boycotte les milliardaires. J'ai vu la même copie que toi, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Un truc j'ai commencé votre copie. Et ouais, donc du coup ça commence. Je dis bon, moi je me dis bon, il y a une tête de poisson qui part. Je dis allez, ok, je dis c'est surprenant pour un Denis Villeneuve. Let's go. Mais ouais, comme il dit Hugo, tout est pris avec du sérieux, mais à la fois, il essaie d'amener des petites touches d'humour, mais ça s'y prête pas du tout, parce que elle subit un avortement, elle est full dépressive, elle bute un mec, mais tu te dis, mais pourquoi elle le cache? Elle va même pas, enfin, elle est complètement perdue, le personnage principal est complètement perdu, donc t'arrives jamais à t'attacher à elle, quoi, en fait. Après, l'histoire d'amour dans la deuxième partie, où là, ça devient linéaire, et c'est vraiment, là, déjà, on s'emmerdait un peu à la première partie, alors la deuxième partie, c'est vraiment... Elle va le chercher avant qu'il prenne l'avion, il baise, elle lui annonce j'ai tué ton père, le gars, tu sais pas s'il lui pardonne. Enfin, je m'étais un petit peu endormi, je crois aussi. Et à la fin, peut-être qu'il a dit, il voulait pas trop de la fin, un peu happy ending où ils se réconcilient, mais bon, enfin, la terre rencontre la mer avec les sangs et tout. Voilà, j'avais oublié. En fait, c'est tellement appuyé le symbole qu'à un moment c'est comme il dit, c'est un film d'étudiants pas finaux. C'est gros sabot le film. Hein, et en plus, c'est comme d'habitude, ça fait ressemble tellement à un film d'étudiants parce que c'est toujours les thèmes de la mort, de la culpabilité, de la dépression. Enfin, tu vois ça dans beaucoup de films, quoi. Enfin, en tout cas, des films un peu
d'art et d'essai, c'est souvent ça. Et mieux traité. Après, pour la photo, j'ai noté quoi, c'est vrai que c'est une photo des années 2000, donc c'est toujours le côté un peu bleu, saturé. Bon, moi, j'ai pas trouvé parce que moi, il n'y avait pas de photo, c'était du vomi sur le streaming. C'est vrai qu'elle était horrible, notre copie. Effectivement, Elle était horrible. l'actrice, elle est monstrueuse, c'est ses premiers rôles, c'est son Oui, c'est c'est une son révélation. premier rôle. Mais ouais, la pauvre, elle a pas grand chose à. Enfin, elle joue. Son personnage est horrible, quoi. À part le concerto pour piano que j'aime bien, qui me fait penser à Civilization 5, moi j'ai. On va parler des musiques. Moi, je vais en parler des musiques. Ah, vas-y, parle de la musique. Ah bah oui, c'est vrai que oui, on a un expert de Charles Aznavour Ouais. à notre table. C'est dommage parce que je me dis peut-être une tentative, enfin un truc un peu expérimental dans la carrière de Denis Villeneuve, mais c'est trop bancal et puis c'est trop appuyé dans le symbole, quoi. Donc ouais, enfin c'est inintéressant au possible, mortel, quoi. Enfin, c'est tout le cinéma que je déteste en fait. Et ça dure 1h25. Faut le préciser. Oui, c'est pas long. Ouais, Mais c'est pas c'est long en vrai. plus. Ouais. Mais en gueule de bois, c'est un peu plus long, quoi. Et tous les Denis Villeneuve en gueule de bois, c'est beaucoup plus long. Ouais, c'est peut-être ça passe bien. Ok. Bon, bah du coup, oui, si tu À toi, veux Emilien. ajouter un petit. Bah, écoutez, moi j'aime bien être émotionnellement impliqué dans un film parce que sinon ça sert à rien pour moi. Le cinéma, si t'es pas impliqué émotionnellement dans quelque chose. Là, c'est totalement foiré parce qu'on peut pas s'impliquer émotionnellement avec un personnage comme ça, aussi bonne que soit l'actrice. Moi, je l'ai pas aimé, mais parce qu'elle a rien à jouer. Enfin, elle a rien à jouer. Ah, elle a pas Elle a plein de trucs à jouer, mais c'est pas du tout intéressant parce que déjà tu comprends pas les personnages. Moi, je suis d'accord que sa réal à Denis Villeneuve ne fait que entraver une histoire qui déjà n'a pas grand-chose à apporter. Donc, le fait de mettre des artifices comme des symboles à tout va, un poisson qui nous parle au début, des trucs comme ça ne va pas du tout dans le sens d'une histoire qui est de toute façon qui n'avait pas énormément de potentiel, mais du coup, ça nous détourne encore plus de ça. L'image, c'est vraiment le début des années 2000 à mort, enfin, c'est tellement années 2000. Moi j'aime pas, je trouve ça moche. Il y en a qui arrivent à en faire des belles choses, mais encore, même les films qui sont très bien filmés, genre je pense, je sais pas, à Requiem for a Dream qui est vraiment dans cette esthétique là et tout, Ouais, c'est c'est déjà vrai. plus intéressant, mais là c'est pas beau. Et moi je l'ai vu dans une belle copie. Ouais. Sur Amazon ils avaient la HD, Full HD et tout. Les images voilà, sont pas jolies, quoi. C'est pas beau. Il n'y a pas rien à sauver, il y a des trucs un peu intéressants, mais c'est noyé dans une suite de symboles qui n'ont rien à foutre là. Parce qu'en fait, ça marche pas, on s'attache à rien. On s'attache pas à son histoire. Au début, elle avorte, donc on comprend qu'elle doit dealer avec la culpabilité. Donc c'est déjà une culpabilité à dealer. En plus, Villeneuve, il nous dit, ok, elle se sent coupable, bah... dis donc, je vais reproduire ça, donc je fais un x2, elle va tuer un mec en voiture, Ouais, comme ça. la fameuse boucle, quoi. Ouais, comme si tu vois, il faisait une analogie de l'avortement, mais c'est pas une analogie, quoi, c'est dire, elle fait ça, genre, en fait, ça... C'est poussif, quoi. C'est genre, elle est coupable, mais elle va se sentir encore plus coupable. Et après, elle va avoir une histoire d'amour avec ce mec. Du coup, elle va se sentir encore plus coupable. Et on va où avec ça? Genre, on va où avec cette culpabilité Bah non, poussée parce à que mort? justement, tout le propos, oui, enfin, c'est ça, c'est qu'il donne plusieurs. C'est un peu comme un karma, quoi. mais elle a le droit à une deuxième chance, quoi. 2 fois dans le film. Ouais, mais elle deal pas du tout avec cette culpabilité. On n'apprend pas du tout comment. C'est ni moraliste, en fait, finalement. On n'apprend pas du tout comment elle s'en sort. Ouais. C'est quoi? C'est l'amour pour la personne. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est un peu ça. Bah, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est l'amour. Mais j'ai trouvé que ça marchait pas. Un peu Moi cliché, quoi. j'ai préféré la deuxième partie. Hein. J'ai préféré quand le mec arrivait parce que je trouve parce que je me faisais chier dans le film, je savais pas où il allait. J'ai fait ok, elle est coupable, ok, il y a des trucs qui se passent, mais je vais où avec ça? Je m'attache à rien. Au moins l'histoire d'amour, comme moi je suis un peu un émotionnel dans les films, je peux mater des comédies romantiques à la mort moelle-neu et m'amuser un petit peu. Donc je me suis un peu plus amusé quand le mec est arrivé. Mais on est d'accord, c'est pas. Pour moi, c'est un quart du film, ça, en fait. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est en fait, j'ai commencé à. Je vais pas te mentir, j'allais aller à l'accélérer un petit peu. Hein. J'allais aller partir en fois 1,5 et puis après le gars est arrivé et je me suis dit oh il y a une petite histoire d'amour, ça va un peu m'accrocher jusqu'à la fin. Le truc non linéaire de certaines scènes, il vient de nulle part comme ça. Genre d'un coup le film est linéaire, d'un coup il l'est plus et puis ça passe en film choral et tout, ça n'a aucun sens, ça marche pas du tout et j'ai l'impression qu'il s'est perdu dans plein de trucs alors que la seule chose qui pourrait un peu marcher dans ce film, c'est cette espèce de relation entre ces deux personnages et ça va revenir dans Ennemi où je trouve qu'il fait beaucoup d'artifices et beaucoup de symbolique alors que la seule chose qui pouvait un petit peu marcher, c'est cette histoire humaine
C'est ces histoires humaines entre une personne et une autre qui tombent amoureux alors qu'ils sont drastiquement dans une période dans un rapport de crise. L'un a tué le père de l'autre. Ça, je pourrais trouver que il y a un truc à développer là-dessus un peu intéressant, mais du coup c'est genre un petit pourcentage du film et en plus c'est pas hyper bien exploité, donc pour moi ça m'a pas plu. Ça arrive hyper tard et c'est la seule chose qui pouvait à la limite me plaire, sur laquelle je pouvais m'impliquer émotionnellement. Et quant aux musiques, il met Aznavour, donc il met... Donc je suis un énorme fan d'Aznavour. Il met du coup les deux guitares, les deux guitares avec toute la scène du pêcheur où on voit toute sa journée avant qu'il se fasse écraser. Pareil, ok. Je vois pas trop, à part vraiment mettre le mot mort ou des... Enfin, il y a des mots qui reviennent à des bons moments avec l'image, mais le sens de la musique ne va pas du tout avec le sens de la scène et du film. Et il y a aussi... Et pourtant... Pareil, t'as l'impression que voilà, juste musicalement ça lui plaisait, mais que... Ouais, c'est un petit caprice quoi. Ouais, mais Aznavour c'est des paroles, c'est du sens, et mettre ça sans sens, je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc j'ai pas beaucoup aimé. Ça fait bien le film quoi. J'avais zappé. J'ai pas beaucoup. Après, on voit quand même qu'il y a du potentiel, il y a des choses intéressantes, il y a des bons acteurs. Il y a pas tout est acheté, mais c'est vraiment un exercice raté quoi. C'est un de ces derniers où il écrit fait sur son idée principale. Hein. C'est un de ces derniers. Après, il va plus jamais écrire. Bah peut-être que ça veut dire quelque chose. Ouais. Je crois que pour l'avoir vu, Polytechnique, il s'inspire d'un fait. Oui, c'est lui qui écrit encore. Mais c'est lui qui écrit Polytechnique, et c'est à partir d'Incendie qu'il fait, fait quasiment de l'adaptation, des remakes ou des suites, des réécritures. Ou des réécritures. Ouais. Et moi, je voulais juste conclure en disant qu'en gros, Denis Villeneuve dans ce film, c'est un peu comme Patrick Sébastien avec son propre film Thème. Non, mais il veut dire en gros que l'amour nous sauvera tous, quoi. Mais c'est beau. L'amour est plus fort que tout. Non, c'est pas beau quand tu l'enveloppes comme ça. Si, c'est beau. Bah, moi, ça donne envie de vomir un poulpe. Oh, c'est vraiment... Non, en vrai, je suis méchant. Mais moi, de toute façon, je vais défendre les Villeneuve que vous allez défoncer après, donc pourquoi pas. Oh, divulgage pas. Non, attends, c'est un mec qu'on aime tellement. Donc, ce film, pour moi, c'est le pire de la sélection que... Ah, c'est une découverte, mais bon, là, je l'ai mis dans le film à part parce que... J'aurais préféré aller chez Nature et Découverte. Je pense que je l'aurais mis vraiment dans le... J'aurais préféré voir Polytechnique, je pense. Ouais, c'est vrai que... Polytechnique, pour l'avoir vu, est bien plus intéressant. Bien que... Parce que... Très chiant aussi. Hein. Il dure 1h10, il est vraiment chiant c'est vraiment Elephant, en fait. Non, moins intéressant. C'est plus frontal que Elephant. C'est plus frontal que Elephant. Je m'attendais à un truc tout aussi autorisant que Elephant, et c'est un peu plus frontal. Ok. Et heureusement d'ailleurs que t'as ce truc-là dans Polytechnique où il montre vraiment la tuerie de masse de manière frontale, parce que c'est un mec en gros qui a débarqué à Polytechnique et qui a voulu tuer toutes les femmes, quoi, une espèce de... Ouais, un incel avant l'heure, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est ciblé. Ouais, j'avais pas du tout, je pensais que c'était une tuerie... Non, c'est une première tuerie de masse ciblée, enfin, la gros mascu, quoi. Oh là là. Ça s'est passé en 80. J'ai envie de le revoir, je vais quand même le voir, celui-là. Et en gros, il débarque et il est sur... Et du coup, c'est le gars, c'est le frère dans Incendie. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il débarque dans plusieurs salles et il dit les hommes sortaient et les femmes... Restez, il les tue toutes. Et ça, c'est un poil plus intéressant, bien qu'un peu chiant aussi. Hein. Horrible. Sa première partie de carrière est quand même jalonnée de films un peu chiants. On va pas se mentir. Si, c'est documentaire et tout. Ah bah c'est pas, moi j'ai pas vu. Mais si ça l'a amené à faire un incendie, pourquoi pas? Oui, voilà, c'est ça. Sûr, oui, c'est clair. En fait, c'est tout le cheminement. Nous, moi en tout cas, j'ai vu un peu tout le cheminement jusqu'à Incendie. Donc, et c'est comme tu dis, Émile, et ça je suis entièrement d'accord avec toi, c'est Maelstrom et Polytechnique, toi tu l'as pas vu, mais je confirme, c'est pas des films à jeter totalement, mais c'est pas des films non plus que je peux conseiller genre jetez-vous dessus. Je trouvais ça intéressant de le mettre par rapport à tous ces ces blockbusters dont je parle dans l'intro, tu vois, c'est vraiment pour voir d'où vient ce gars, quoi. On comprend certaines choses. Ouais. Grâce à Maelstrom aussi. Oui, bah c'est ça, que je voulais le mettre. Et puis son côté gangster dans la scène avec son grand frère là, tu comprends pas et tout. Oui, c'est vrai. Tu comprends pas trop. Putain, franchement, il y a un petit moi, j'ai un peu oublié. un moment tu crois que ça va partir dans le gangster. Hein. Oui, un peu, je l'ai vu, quoi. Ouais, mais en fait, tu crois. C'est un film où tu crois sans cesse que ça va décoller, et ça ne décolle jamais. C'est vraiment le principe du film qui ne décolle jamais vraiment. Ça, sur la fin un peu, mais avec cette histoire d'amour, mais du coup c'est un peu déceptif. Ouais, les 10 dernières minutes décollent un peu, mais un peu clicheton quand même la fin. Clicheton est déceptif, mais moi le clicheton ça me gêne pas parce que j'aime bien les histoires d'amour. Ok, donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Pas mal. Maelstrom. Un maelstrom de crotte. Et puis le poisson, aucune explication.
Si, bah je l'explique en intro. Ah bah Parce écoute, qu'il a fait une intoxication alimentaire à cause d'une truite. Non, mais c'est véridique, il le dit. Non mais ce mec se fout bon, vraiment bref. de la gueule Mais du en fait, monde, c'est un quoi. petit C'est troll, pas vous avez toujours pas possible. compris qu'il se fout de la gueule du monde, mais bref. On enchaîne avec le film que j'ai découvert pour ce podcast. Bon, Maelstrom, c'était une découverte aussi, mais j'ai voulu le mettre dans le film à part. Et j'ai choisi Ennemi. C'est son 6e long métrage, bien qu'il ait tourné Prisonneur Savant. Il est sorti en France le 27 août 2014. Voulant collaborer ensemble depuis longtemps, c'est le producteur Niv Fishman qui propose à Villeneuve l'adaptation de la nouvelle du portugais prix Nobel de littérature José Saramago, O Homem do Pecado, l'autre comme moi. Avec le scénariste Javier Gouillon, il propose une adaptation libre de la nouvelle où l'on suit Adam, un prof à l'université qui mène une vie terne oscillant entre ses cours et sa petite amie. Un jour, il découvre son sosie parfait en regardant un film que lui conseille un collègue à l'université. Perturbé, il enquête alors pour connaître l'identité de ce mystérieux double et parvient très vite à entrer en contact avec lui. Pour le casting 5 étoiles, on a Jake Gyllenhaal dans le rôle d'Adam et d'Anthony, Ménalie Laurent Cocorico pour incarner Marie, sa petite amie, Isabella Rossellini qui joue la mère d'Adam et Sarah Gadon, la femme du double. Côté technique, Villeneuve s'entoure d'une nouvelle équipe, notamment du directeur artistique Patrick Vermette et de la costumière René April, que l'on retrouvera dans tous les films suivants pratiquement. La photo est signée Nicolas Bolduc, que l'on retrouvera sur les 2 premiers films d'un Nicolas Harceleur. Et oui, Nicolas Bedos, c'est gratos. Pendant le tournage, Denis Villeneuve laisse une grande part à l'improvisation et à ses comédiens, ce qui a permis de faire évoluer leurs personnages, surtout pour ceux de Jake Gyllenhaal, ainsi que certaines scènes nourrissant l'aspect réaliste du film, pourtant inscrit dans le genre fantastique. Le film fait un flop, apparemment sorti dans une seule salle en Amérique du Nord au départ, remportant à l'international un peu plus de 3 millions de dollars pour un budget inconnu mais estimé, vu la tête d'affiche, à plus de 10 millions de dollars. La critique presse et spectateurs reste pourtant bonne et le film reçoit quelques prix dans des festivals canadiens. Ce passage à la trappe s'explique peut-être par le succès de Prisonneur, sorti quelques mois avant. Donc, qui commence? Qui a commencé? C'est moi qui commence? c'était Hugo, toi et moi là dans la dernière. Ouais, vas-y, je vais commencer. Oui, c'est bon, je remets. Donc, je l'ai découvert en streaming, mais en bonne qualité cette fois. Sur Canal. On m'en est toujours pas sur Canal, ouais. Bon, Je veux dire, pour les gens qui oui, veulent le enfin, voir. Oui, il est sur pas mal de trucs. Mais on m'avait. Tellement Beaucoup de bien. gens l'ont rattrapé ce film-là sur les plateformes. Et bon, j'étais un peu fatigué. Je me suis endormi un peu à la moitié du film. Mais j'ai rembobiné. Je suis un boomer, je dis rembobiné. Et j'ai voulu rattraper le truc parce qu'au début, je me faisais extrêmement. Enfin, c'était un peu chiant au début. Ouais, c'est après. Enfin, les décors sont vraiment vides. Le personnage de Jack Nicholson vit dans un appartement fonction Ikea, quoi. On s'en fout un peu. Mélanie Laurent fait le taf. Et du coup, j'ai fini ce film en me disant, ok, on a déjà vu ce thème 1000 fois du doppelganger. Comment tu dis Doppelganger. Doppelganger. Du double maléfique. Et il y a les tics de Denis Villeneuve que j'aime pas trop. Il filme beaucoup en très peu de gros plans et beaucoup de plans larges très longs. Ouais. Donc bon, ça m'a saoulé. Mais le thème était plutôt intéressant parce que c'est un des seuls films où un peu fantastique, pas SF, mais plus fantastique. Là, c'est vraiment du personnage. Mais au final, tu te rends compte que non. Oui. Mais bon. Et le truc sur l'araignée, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et finalement, à la fin, tu comprends à peu près ce qu'il a voulu dire. Et pour moi, il se suffit à lui-même. Il y a pas trop de bout de gras. On peut trouver ça peut-être chiant, mais je me suis dit, le film est un peu long, mais c'est passé comme une lettre à la poste. C'est regardable en fait, Ennemi. Okay. Je sais pas ce que la nouvelle raconte, enfin si c'est plus intéressant ou pas, mais il m'a pas trop déçu. J'ai pas crié au chef-d'œuvre, mais j'ai pu le regarder sans rager. Ok. C'est pas mal quand même. Et après oui, je vais rebondir sur ce que vous dites. J'ai d'autres choses à dire, mais j'aimerais bien passer le micro. Vas-y. À qui? Oui, je vais. Vas-y. Tu veux? Vas-y. Comme ça, on fait crescendo. Non, on fait crescendo. Vas-y. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le monde à travers une bouteille de pisse? Hein? C'est exactement ça. Non, au-delà de la photographie qui est c'est un choix plutôt jaune et plutôt que jaune. C'est tourné au Mexique en fait, c'est le cliché des films américains qui se passent à Mexico. Non mais voilà, au-delà de ça, je trouve que c'est assez faut passer outre. Moi je trouve que c'est
un one shot ce film, c'est-à-dire que tu le regardes une fois, c'est un petit délire analytique, Ouais. donc tu vas avoir plaisir à essayer de le décoder, à essayer de l'analyser, et dans cette vision-là, il est pas mauvais. Par contre, ça ne te donne aucune envie de le revoir parce qu'il n'y a aucun ressort, encore une fois, émotionnel ou une scène marquante ou des choses à... Tu vois, une fois que tu as lu je sais pas, l'analyse faite par Jean-Michel sur Wikipédia. Et Sens critique. Oui, sur Sens Critique. Une fois que tu as lu l'analyse de Jean-Michel sur Sens Critique, l'araignée, la toile. et t'as plus besoin de rien du tout dans le film en fait. Donc il est là, il te donne son lot d'analyse, tu l'analyses et c'est terminé parce qu'il t'apporte rien de plus. Et on disait tout à l'heure que, je comparais ça à Eyes Wide Shut. Là pour le coup, Eyes Wide Shut, il faut revoir le film plusieurs fois. Il faut revoir le film. Pour comprendre. Visuellement, il y a des choses absolument magnifiques. T'as des choses à voir. Voilà, c'est Eyes Wide Shut. Il y a une partouze au début du film, un peu comme Eyes Wide Shut. Oui, non mais ça m'a fait. Enfin, c'est pas vraiment une partouze, c'est un truc dans son. Bizarre. Ça m'a fait penser à Eyes Wide Shut, ouais, tout à fait. Et en fait, Jake Gyllenhaal, évidemment, c'est un super acteur, il est très bien. Il fait très bien son rôle parce que tu reconnais directement quand c'est lui ou l'autre. Ou son double, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Je trouve que il a pas besoin de mots, juste il y a quelque chose dans sa tête et tout, même parce que les deux sont coiffés quasiment pareil, sont barbés pareil. Il en a la même cicatrice. Il en a même tout à fait. On voit pas la cicatrice. Mélanie Laurent, écoute, elle fait le taf très bien. Sa compagne aussi, qui est enceinte, elle est assez magnétique. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, encore une fois, comme Maelstrom, à aller chercher du côté des rapports humains. Moi, quand ils échangent leurs femmes. C'est ça qui m'a tenu en haleine, moi. Ouais, ils échangent leurs femmes et que lui, il est chez elle, chez la femme enceinte, et que tu sais pas si elle a deviné ou non, et que cette situation de stress entre les deux personnages, et là, il y avait quelque chose de vraiment qui nous accroche. C'est un rapport humain sur le mensonge, sur la tromperie, qui est super intéressant. Et c'est la seule chose qui m'a vraiment intéressé dans le film, alors que toute la partie analytique, la partie où on va chercher des choses un peu, de l'ordre du film à twist, du film mindfuck et tout, je trouve que, encore une fois, c'est une surcouche qui ne m'intéresse pas, alors que ce qui m'intéressait, c'était ce rapport humain qui pouvait exister. Moi, j'aurais préféré que ce soit un film fantastique où on est vraiment deux personnes. Au lieu que ça soit un espèce de truc sur le subconscient, qu'on ait vraiment deux personnes qui se ressemblent, qui soient les mêmes personnes et qui échangent leurs femmes dans un rapport malsain. Là, j'aurais trouvé ça vraiment intéressant. Sauf que du coup, c'est une analogie du subconscient et du contrôle. Voilà. Ouais, tout ce qui pourrait être intéressant niveau fantastique, comme tu dis, oui, il le balaye parce que c'est une analogie. Il te donne des clés et finalement. Il le balaye parce que c'est juste, c'est une analogie, quoi. C'est une métaphore, le film. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est dommage. C'est vraiment le gars qui assume pas de tromper sa femme et finalement il se dit à la fin bon bah vas-y je suis mais c'est aussi un film du coup voilà, mais je vais vous ressortir que les trucs que j'ai lus dans les analyses, quoi. C'est un film sur le contrôle, il parle de contrôle, c'est le contrôle qu'a sa mère sur lui, le contrôle qu'a sa femme sur lui, il cherche à le libérer de ce contrôle et du coup il crée ce double maléfique et c'est ça, quoi. Mais c'est un peu Oedipien encore, tu vois, avec le truc de. Enfin, pas Oedipien, mais. Le truc sur la famille, sur le. Ah, bah, il y a encore ces thèmes de prédilection. Ça revient. Certain. Bon, voilà, moi c'est ce que j'ai à dire sur le film. Très bien, moi je vais un peu merder mon analyse, mais c'est bien, tu m'as rattrapé. Moi je sais pas, moi, après, à la fin du film, j'étais paumé, hein. Moi j'ai dû aller lire des trucs. Ouais, un petit peu, mais moi je me suis dit, bon, ok, pourquoi tu vois ce dernier plan avec la grosse migale? Bah, pour moi, l'araignée, c'est le contrôle des femmes sur lui. Ouais, il te donne toutes les clés, enfin, pas toutes les clés non plus, mais tu vois des plans sur des fils électriques qui forment la toile, tu dis, ah, ok, d'accord, du coup, c'est la femme qui est l'araignée. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas un petit peu prétentieux? Non, bah on va voir. On va voir. Après, non, mais je dis ça, je sais pas. Mais pour moi, tu fais ce que tu veux. C'est comme t'as dit, tu le vois une fois et t'as compris, et puis voilà, quoi. C'est ça. Hugo. C'est le concept un peu, encore une fois, quoi. Après, moi j'ai toujours du mal à définir un film comme étant prétentieux, parce que je trouve que ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice prétentieux. Oui, donc c'est un truc aussi qui se mange un peu la queue. Après, nous, c'est notre truc, on aime mater des films et en parler. Les critiquer, pas spécialement, mais en tout cas en parler. Là, bah typiquement, moi c'est un film, j'ai pas envie d'en parler.
Non mais tu vois, tu parlais du... Non mais c'est marrant parce que Julien parlait faisait une vanne à propos du Mexique et tout ça. Mais alors moi ça m'a fait penser, la photographie de ce film, à la photographie des Dalton avec Eric et Ramsey quand ils passent la frontière du Mexique. Non mais c'est exactement le même jaune. Pour ceux qui ont vu avec Elise Moon qui fait le mec à la frontière, pour ceux qui ont vu les Dalton, c'est exactement le même jaune. Donc, et le problème de Denis Villeneuve, contrairement aux Dalton avec Eric et Ramsey, c'est que dans les Dalton d'Eric et Ramsey, il y a des contrastes de couleurs. Là, il n'y en a pas. Le mec met du jaune tout le temps. Sauf que mettre une seule et unique couleur dans un film d'1h25, ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. T'es obligé, à un moment, au moins de mettre une teinte de gris, une teinte de bleu. Il y en a des teintes. Ouais, enfin, vaguement. Il met un peu de vert. Ouais, voilà, il met un peu de vert. Dans la chambre d'hôtel. Si oui, à la fin, bah justement, la révélation finale, enfin, si on peut appeler ça une révélation, mais avec ouais, vas-y. Cette putain d'araignée là, oui, effectivement, là c'est plus jaune. Mais, tu vois, bon, le truc de l'araignée, c'est pareil, on en revient à ce que je disais sur Maelstrom, c'est un truc surtout d'étudiants en ciné, quoi. Il y a plusieurs araignées dans le film. Alors, ça commence par une nana qui écrase une araignée. Enfin, ça commence, en tout cas, un des premiers plans, c'est une nana qui écrase une araignée. Donc, l'araignée revient 4-5 fois dans le film. J'aurais pu vous citer exactement les autres exemples, on s'en fout un peu, mais en tout cas, on sait qu'elle revient. Et à la fin, la femme de Gyllenhaal, là, on sait plus quel double c'est d'ailleurs, mais se transforme en araignée. Ah non, mais il aurait pu partir beaucoup plus loin et pas raccorder les wagons comme ça, nous laisser un peu dans... Mais si, on sait très bien quel double c'est. Oui, non, si, à la fin... Parce que l'autre crève dans un accident de voiture absolument dégueulasse en CGI. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très moche. Non, mais je troll en disant on sait pas vraiment qui c'est, mais c'est parce que Villeneuve veut créer le trouble. Sauf que le trouble, tu ne l'as jamais. Non. Moi, tu l'as un petit peu, comme on disait avec Émile, ce moment... Mais c'est plutôt au niveau du ressenti des personnages féminins. Oui, voilà. Notamment un peu Mélanie Laurent, etc. Non, Mélanie Laurent, elle dit, oh, mais t'as pas ta bague. Oui, voilà, mais c'est... Moi, j'ai très vite compris où allait le film. Le seul truc sur lequel j'ai regardé sur Internet, le seul point qui m'a un peu fait buter, c'est cette putain d'araignée. J'ai dit, mais qu'est-ce... Non pas que j'avais pas compris pourquoi il la mettait à la fin, c'est juste que... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et quand tu regardes en détail, en fait, Villeneuve lui-même ne sait pas expliquer pourquoi il l'a mis. Il ne sait pas dire. Mais c'est peut-être mais voilà, c'est qu'il veut pas. Il sait pas. Il fait une Ridley Scott, quoi. Enfin, c'est un mec. C'est comme sur Incendie. On en a pas parlé, mais quand il dit sur Incendie, c'est un film sur la politique, mais qui est pas un film politique. Mais... Non, mais de toute façon, c'est toujours le problème de Denis Villeneuve. Il est toujours le cul entre deux chaises. Il n'assume jamais. Pisse-froid. Moi, c'est ce qu'on appelle chez moi, pisse-froid. C'est que c'est un mec qui n'assume pas ses films. Il sait pas ce qu'il fait. Il sait pas où il nous emmène. Je suis pas d'accord. Si jamais tu passes par là, Denis. Il ne sait, à part sur Incendie, tout le reste, il sait pas où il va lui-même. Et visiblement, il a fait une formation avec Jean-Pierre Jeunet, qui écrase du curry sur la pellicule. Mais je veux dire, au nom de quoi? C'est très moche à Toronto, je sais pas, en été il fait très moche, c'est très pollué là. Mais c'est ça, non mais. Moi j'ai cru que c'était. On s'en fout, ça peut être. J'ai cru que c'était des banlieues françaises à un moment. Non, non mais les blocs, les gros blocs dans lesquels ils sont, des fois c'est assez. Ça ressemble assez à ce qu'on a chez nous aussi. Hein. C'est vrai. Oui, mais tu vois l'utilisation. Dans la brume, mais je pense que c'est fait exprès, enfin c'est le. En vrai, c'est le personnage qui est noyé dans la brume. C'est pas moche, c'est juste un choix qui je comprends pas. Non mais ça qu'on le dise clairement. Si, moi je comprends son choix dessus. Villeneuve c'est un très bon faiseur. Et en termes de production pure d'images et tout ça, c'est un très bon filmeur. Ça, on peut pas lui reprocher ça. Je veux dire, c'est loin d'être un mauvais. Dire que Villeneuve soit un mauvais réalisateur, mais c'est pas parce que tu sais bien tenir une caméra que tu fais des grands films. C'est ça aussi le truc. Pas, oui, on va voir avec le dernier film, vous savez lequel c'est forcément, vous avez déduit. Mais c'est un bon faiseur ne fait pas un bon conteur d'histoire. Et c'est ça, pour moi, le gros problème de Denis Villeneuve, c'est qu'il ne sait pas raconter une histoire. Il ne sait pas raconter une histoire. Non, à part sur Incendie, quoi. Mais parce que, on en revient à ce que disait Émile, Incendie, la pièce est mortelle. Donc il a besoin de rien faire. Il a juste besoin de poser sa caméra, de donner du sens là où il y a besoin d'en Non, en donner. fait, il y a un truc que j'aimerais lui donner en plus sur Incendie, c'est qu'il a fait le scénario. C'est-à-dire que c'est quand même lui le travail d'adaptation. Et il l'a vraiment bien fait. Parce que lisez la pièce, c'est des pavés de témoignages en fait. Et c'est vrai qu'il en a fait quand même quelque chose de fluide et tout. Donc il y a quand même un beau travail là-dessus. Certes, mais ce que je veux dire, c'est que la puissance évocatrice de ces images dans Incendie, elles existent parce que la pièce est déjà puissante. C'est ça que je veux dire. Alors que Ennemi, bon bah c'est de la merde. Moi, j'aime pas employer ce genre de terme, mais voilà, pour moi, Maelstrom et Ennemi, pour moi, c'est ces deux pires films. Je vais pas redire que je les ai quasiment tous vus, mais pour les avoir tous mangés, vraiment, c'est la conclusion. Pour moi, c'est exactement les mêmes défauts que Maelstrom.
que je vais pas redire du coup, mais ça se regarde, mais c'est encore pire que Maelstrom. Parce que Maelstrom, il tente des choses, parce que c'est encore un réalisateur approximatif. Là, Enemy, il sort d'incendie et de Prisoners, et là, vraiment, on voit quand même un réalisateur arrogant, alors que lui-même disait que Maelstrom était arrogant et qu'il allait changer les choses. Je trouve Enemy, mais on ne peut plus arrogant, quoi. C'est vraiment, t'as vu comme je te l'ai bien mise, la praline, alors que dalle, quoi. Tu m'as rien mis du tout, en fait. À aucun moment, comme dit Émile, et ça, je suis entièrement d'accord avec lui, parce que je vous ai beaucoup écouté, et ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec lui. Le trouble ne vient jamais de ce qu'il aurait pu procurer. En fait, le problème du cinéma de Denis Villeneuve, c'est tout ce qui pourrait être intéressant pour nous, lui, il s'en bat les couilles et il nous le montre jamais. C'est-à-dire que ça pourrait être malsain, ça ne l'est jamais. Là où tu ne t'attends pas. Voilà, s'il est derrière son combo, il fait ouais c'est bon, Mélanie Laurent fait sa petite moue habituelle, Jack Gyllenhaal, il est pas mauvais, mais c'est quand même loin d'être son meilleur rôle, il est bien meilleur dans Prisoners. Et puis monolithique, quoi. C'est le terme qui revient chez Denis Villeneuve très souvent, c'est monolithique. À part les acteurs dans Incendie et Hugh Jackman dans Prisoners, tous ces acteurs sont monolithiques. Il arrive quand même à rendre Harrison Ford monolithique dans Blade Runner, dont on va parler juste après, qui est quand même loin d'être un acteur monolithique à la base, quoi. Ryan Gosling, bon, on peut pas lui en vouloir, tu vois, mais il joue là-dessus. Mais Harrison Ford, c'est pas monolithique. Oui, donc, globalement, voilà, moi, j'ai fait une synthèse du cinéma de Denis Villeneuve, mais qui est totalement bien représentée par Enemy, qui est pour moi une pure jasse que je ne reverrai pas. Je l'avais précisé que je l'avais déjà vu, moi. Je m'en souvenais très peu. Je me souvenais de l'araignée à la fin et de 2-3 détails. Je l'ai revu. Je dis putain. Et pareil, comme Maelstrom, 1h25, ressenti 3h30. Voilà. Merci, au revoir. Mais il y a un truc aussi, c'est pareil. En fait, dans Enemy, ce que j'aime pas, c'est son côté, aller chercher du mindfuck, alors là où il y en a pas besoin. Exactement. Et en fait, je trouve que mon film préféré de lui, c'est Prisoners, parce que je trouve Hugh Jackman et le rapport entre la violence et ce que tu peux faire avec la haine et tout, hyper intéressant. Et ça, c'est là où il peut être le meilleur, c'est dans ses personnages, ce qu'il peut amener là-dessus, et tout le côté labyrinthique et tout le côté mindfuck de Prisoner, c'est ce qui me plaît moins dans le film, en fait. Mais parce que ça représente bien ce que j'aime et ce que j'aime pas dans Denis Villeneuve, tu vois. Mais parce qu'encore une fois, c'est pas maîtrisé. Un mec comme Fincher, c'est pas un David Lynch, quoi. Voilà, ou David Lynch ou Fincher, ouais, il maîtrise vachement mieux ça. Même Christopher Nolan, tu vois, dans le concept. Ou même Christopher Nolan. Putain, ça me fait chier de le dire, mais oui. Oui, je suis d'accord. Donc, bon, bah voilà. Conclusion. 1 plus 1 égale 1. C'est un peu ça. C'est ça. Là, vous êtes un peu contre moi. Moi, c'est vrai que j'ai pas grand chose à sauver de ce film. Non, mais moi non plus. C'est juste que non, par rapport à toute la chiasse qui constate. Oui, non, mais c'est ça. Prisoners, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en premier, Prisoners. Mais bon. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Prisoners dans la liste. Prisoners, c'est vrai que ça aurait un peu équilibré le truc, quoi. Parce que... Et il y a les défauts dans Prisoners, mais voilà. Passons donc du coup 1 plus 1 égale 1. Bah, au dernier film. Regardez Grosse Fatigue ou L'Amant double de François Ozon. Regardez Grosse Fatigue. Ou Réplicante. Parce qu'on va parler de Réplicante. Ah oui. CVD. Réplicante parce que nous allons parler de Blade Runner 2049. Sorti en France le 4 octobre 2017, c'est le deuxième film de la saga Blade Runner. La suite directe du film culte de Ridley Scott de 1982, et adaptation du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick. Le film se déroule plusieurs décennies après les événements du premier épisode, et l'on suit l'histoire de K, un Blade Runner. Donc, un Blade Runner, c'est un chasseur de réplicants. Les réplicants sont des sortes d'androïdes esclaves modernes proches du clone humain. Et donc ce fameux K est lui-même un réplicant nouvelle génération, moins défaillant que ses prédécesseurs, les Nexus 6, qui finit par découvrir un secret enfoui depuis longtemps, les ossements d'une réplicante qui aurait accouché, bien que ces androïdes ne soient normalement pas programmés pour se reproduire. K va mener son enquête pour retrouver l'enfant et le père, et ainsi provoquer les plus hautes instances qui vont le décider de le traquer à son tour et de l'éliminer. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies. Et on sait c'est qui le Ricky. Le film aborde des thèmes profonds tels que l'identité, la mémoire et la quête de l'humanité dans un monde dystopique. Depuis 1999, une suite ou un préquel était envisagée, avec aux commandes Ridley Scott et son frère Tony Scott, ou encore Christopher Nolan et consorts. Finalement, Papy Scott annonce en 2014 qu'il sera seulement producteur et producteur exécutif sur le projet. C'est Denis Villeneuve qui est choisi comme réalisateur en 2015, étant un grand fan de cet univers et du premier volet. Il souhaite y développer une histoire qui honorerait l'œuvre originale tout en s'en démarquant.
Hampton Fancher, le scénariste du film original, et Michael Green commencent l'écriture du film qui doit entrer en production pour l'été 2016. Le casting est composé de Ryan Gosling dans le rôle de K, Harrison Ford reprenant son rôle emblématique de Rick Deckard, Ana de Armas en tant que Joy, la petite amie de K, une intelligence artificielle apparaissant sous forme d'hologramme, David Bautista, le répliquant fermier Sapper Morton, Robin Wright, le lieutenant Joshi. Le tournage a lieu principalement dans les studios Korda d'Etiek à Budapest, en Hongrie, et aussi en Espagne. La photographie est l'œuvre de Roger Dickens, qui sera salué pour son travail exceptionnel et remportera l'Oscar de la meilleure photographie pour ce film. Pour la musique, Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch collaborent pour créer une bande originale qui rend hommage au travail de Vangelis sur le film original tout en apportant une touche moderne. Mon cul sur la commode. Le film a rencontré un succès critique, notamment sur Internet, et rapporte 260 millions de dollars pour un budget de 180 millions hors communication. Il est donc tout juste remboursé. Il a également remporté plusieurs récompenses, y compris 2 Oscars, un pour la meilleure photographie, c'est ce qu'on vient de dire, et un autre pour les meilleurs effets visuels. Bah, moi je veux bien commencer, ça allait très vite. Ça c'est pareil, c'est pas possible. Ah, mais c'est pas une... ça, ce n'est pas une critique. Non, mais... ça c'est... Comment ça fait? J'ai dit que Maelstrom et Annie c'était ces 2 pires films, mais je me suis là dans le trio. Mais en gros, avant de commencer mon avis sur Blade Runner, pour moi les 3 meilleurs films de Denis Villeneuve, c'est Incendie, Sicario et Prisoners. Et si je devais donner un ordre, ça serait Incendie, Prisoners, Sicario. Ah oui. Voilà, si je devais donner un ordre. Et encore, tu vois, pour moi c'est Incendie et Prisoners. Sicario, bon. On va dire que c'est un peu moins pire que le reste, mais voilà. Blade Runner 2049. Par où commencer, par où finir T'avais vu le premier. J'ai revu le premier en plus. J'ai revu le premier. Non, mais moi, ça fait une semaine, j'ai bouffé 11 films en une semaine, j'en peux plus. Donc les 10 films de Denis Villeneuve, plus la revoyure de Blade Runner. T'es cinéphile, c'est ton boulot, mec. Plus d'autres comédies françaises de merde à côté. Donc autant te dire que... Ça te fait mal aussi. Bah, je peux te dire que Chasse gardée avec Didier Bourdon après Maelstrom, ça fait du bien. C'est de la merde, mais au moins, tu dis... Oh, enfin des gens qui se regardent pas filmer. En même temps, ils savent pas filmer. Bon, vas-y, attaque. Didier Bourdon, c'est un connard, mais c'est un mec réconfortant. Il me fait du bien. Bref. On sait que t'es pas répliquant, toi. Allez, vas-y. Voilà, bref. Et Blade Runner 2049, moi je l'avais jamais vu. Je l'ai regardé hier. Dans la douleur, dans les cris et les pleurs. Non mais je te jure mec, mais j'ai regardé ma timeline. Ça faisait 1 heure que ça avait démarré. Je dis putain, il reste 1h40. C'est pas possible. Non mais Julien, au moment où c'est sorti, je me souviens, il est allé voir au cinéma. Non, je l'ai pas vu au cinéma moi. Ah bon, tu l'as vu? Ah non, je l'ai boycotté, mec. Non, je l'ai rattrapé chez mon ref. Pourquoi le boycott du coup? Parce que toutes les suites de saga, ça m'intéresse pas. Ok. Enfin les suites, enfin c'est pas une saga du coup, mais ça en est devenu une. À part Furiosa. Mais oui, c'est vrai. Excusez-moi. Mais non, mais là parce que je sais qu'il y a quelqu'un en commande qui gère quoi. Oui, voilà. Mais on va en reparler. Justement, je vais faire. Tu veux que je commence commence parallèle avec ça? Non, mais en fait, oui, non, moi je l'ai rattrapé à la télé. Et du coup, bon, c'était un peu merdique, mais j'avoue que j'ai pas eu les conditions Dolby avec en IMAX ou un truc qui peut tomber de plein la vue. Donc on m'a toujours, quand j'ai critiqué le film, on m'a dit tu l'as pas vu dans les bonnes conditions, ça a toujours été ça. Mais oui, genre, je l'ai rattrapé. Oui, je l'ai vu en salle, je l'ai vu hier, je l'ai rattrapé hier en bonnes conditions avec mon vidéoproche, etc. Il y a un bon son. Mais ça n'a pas enlevé que c'est chiant. Bon, donc, je me souviens que quand tu l'as vu, en tout cas, tu m'avais dit c'est une pub pour le parfum. Je crois que ça m'a fait plus rager que The Arrival, mais que Premier Contact. Ouais, je crois que ça m'a fait plus rager. Putain, j'avais oublié aussi ça. Ouais, bon, bref. Oui, voilà. Donc, pour moi, c'est typiquement la bonne définition pour Blade Runner 2049. C'est une pub pour le parfum. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est des plans de pub. Alors, encore une fois, très bien fait, très bien léché, mais. Je vais pas comparer au premier parce que c'est incomparable. Parce que, encore une fois, et ça, je défends ça, c'est qu'il a pas voulu faire le même film que le premier. Je veux dire, le premier, c'est un film néo-noir. C'est ce qui est pas du tout le cas de celui-ci. C'est pas un film plus vieux, c'est un film plutôt assez coloré. Enfin, en tout cas, plus coloré que le premier, je trouve. Si. Moi je trouve qu'il a voulu faire un truc assez différent quand même. Le premier se tourne entièrement de nuit quoi, à part quand il y a les rayons de soleil sur la pyramide. Mais sinon oui non, il y a pas de lumière, il y a pas de lumière dans le premier. Mais il y a de la pluie, par contre il y a des néons. Ouais, Tyrell. Mais c'est un parti pris. Mais comme celui de Villeneuve est un parti pris. Mais ça se passe dans la brume celui-ci, mec. Il se dit je vais pas faire le même film. Sauf que OK, tu fais pas le même film. Il y a pas de problème. Tu me proposes autre chose, mais au moins essaye
de mettre un peu de gigantisme là-dedans. Il y en a du d'essayer- gigantisme, Ouais, mec. bof, quoi. Bah, c'est que ça, c'est les gens, C'est les gens ça. se masturbent sur ces plans-là justement, avec la musique Synthwave, avec les spinners qui passent. Oui, mais c'est le moment gigantique. C'est du gigantisme sur des trucs qui, pour moi, ne sont pas Blade Runner, quoi. C'est ça. C'est pas parce que tu mets 3 vaisseaux qui font viou et tout ça que c'est Blade Runner, en fait. La ville, par exemple, il en a rien à branler, Villeneuve, quoi. Alors que c'est le cœur du récit de Blade Runner, quoi. Oui, mais ça c'est le premier, du coup il a voulu Oui, changer, il a voulu il a- changer. certes, il a voulu faire autre chose, mais c'est là où ça colle pas avec Villeneuve, je trouve, c'est qu'il a voulu faire autre chose, mais en même temps, il reprend beaucoup d'éléments du premier. Donc, soit tu fais complètement autre chose et tu t'en détaches, soit tu te rattaches pas au premier en faisant un truc qui colle pas, en fait. Moi, ce truc... premièrement, je trouve que ce qu'il a voulu faire par rapport au premier, c'est le côté enquête. Sauf que l'enquête, là-dedans, elle marche pas du tout, quoi. À part nous rabâcher tout le Ouais, temps, des tout le Deus temps les Ex mêmes Machina, choses. quoi. C'est Oui. vraiment ça. Mais le problème, c'est que moi, ce que je vais paraphraser un critique cinéma que j'adore, qui s'appelle Stéphane Moïsakis, qui dit, moi au cinéma, je veux... C'est pas Daron. c'est pas là. cru qu'il allait dire. On l'a pas critiqué, mais il dit, au cinéma, moi, j'aime qu'on me montre et pas qu'on m'explique. Et le problème, et ça résume très bien le cinéma de Villeneuve. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne sait pas montrer. Il faut absolument... Ou alors, il montre et derrière, il explique. Non, il montre pas, Ah, il tout fait le du temps. beau plan, il met en place, mais il ne montre pas par sa mise en scène. Ou alors, il te le montre propos ou la narration. Quoi. Ah, Et ou alors, après, il il va te te faire un chant contre chant, mais il le fait tout le temps. Oui, tout Où le il temps. t'explique le propos de la scène. Quoi. Ou alors, il te le montre 10 000 fois. Donc, le monde, Le, avec le le che- rabâche. le cheval là, de bois, là, c'est pas Ah, possible. ça, Il y a En fait, combien il de va- plans en sur plus, ce putain de Il est cheval? vraiment frileux ce mec parce qu'il il fait pas confiance à son spectateur. Quoi. Et à chaque fois, il est obligé de te le rabâcher. Ouais, on a compris, gros. Il ne fait pas confiance à son Ouais. spectateur et à la force de ses images. Ouais, mais depuis Arrival, même après Arrival, depuis qu'il fait des gros blockbusters, machin, il a changé de cible. Ah oui, oui. Ah oui, non, c'est sûr. Donc faire confiance à son C'est sûr. spectateur, bah, il a changé de cible en fait. Mais Non, les mais gens de toute aiment façon, ça c'est et un forcément, c'est bon, sûr bah, qu'il a- Il a changé de cible. Donc évidemment, il fait un bah, je dirais quand ce sera à mon tour, mais ouais, c'est Non, mais pas, vas-y, c'est vas-y, pas enchaîne, du tout la même enchaîne. chose. Honnêtement, j'ai fini. Le seul truc que je voulais dire à la toute fin et qui est aussi une constante chez Denis Villeneuve, c'est qu'il n'y a aucune progression de personnage. C'est-à-dire jamais. Dans tous ces faits, à part Ah bah, de toute façon, on en revient toujours à la même chose, à part Incendie, mais ça reste toujours. C'est-à-dire, il démarre à un point A, il arrive à un point B, et le personnage n'a pas bougé. Alors que tout est conçu pour qu'il y ait une évolution de personnage, puisque ces récits à Villeneuve sont conçus pour qu'il y ait une évolution de personnage. Et à la fin, ils restent tous les mêmes. Tous. Blade Runner 2049, à la fin, Ryan Gosling, il a beau avoir eu des révélations sur plein de choses, avoir découvert plein de choses, il reste le même. Le mec monolithique, Non, il a qui appris- fait deux, non, trois c'est pas vannes vrai. pourries, À puis la, voilà, à la quoi. fin, il se dit bon, je reste quand même un putain de répliquant finalement, mais j'ai appris, j'ai résolu une enquête et j'ai fait retrouver un père et sa fille, donc j'ai servi à quelque chose. Mais Je Harrison- sens exister en fait. Mais Harrison Ford, dans le premier Blade Runner, à la fin, il a évolué. Mais Quoi, par bordel, c'est quand même pas compliqué. Oui, mais, Même si tu veux pas faire Ryan le même Gosling film. sent exister uniquement quand il baise une meuf, parce que c'est un peu ça le film aussi. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai. Mais moi, on me dit toujours, Denis Villeneuve, c'est un peu un réalisateur féministe et tout. Bon, ok, dans non. le premier contact, Non, voilà, non. c'est des personnages. Quand il y a des portraits de femmes et que c'est des personnages principaux, ok. Mais dès que c'est des personnages secondaires, je trouve qu'il est très maladroit. Ah non. Il est très très maladroit. Même quand c'est des portraits de femmes, il ne sait pas. C'est Ouais. comme Christopher Nolan, il ne sait pas Ouais. écrire des personnages féminins. C'est horrible. C'est horrible. Moi, je l'ai jamais vu comme un réalisateur féministe. Bah, c'est ce qu'ils disent dans les analyses. C'est des fois ce qui Ouais, ressort. ouais. Ouais. Mais comme, C'est que comme Après, chez il Nolan. n'est pas l'inverse, attention, mais Oui, c'est sûr, il n'est c'est pas sûr, l'inverse. c'est sûr. mais il C'est n'est sûr, pas forcément c'est un sûr. porte-parole du féminisme. Oui, Non, c'est- non, mais bon, c'est il y a pas des gens qui écrit- l'analysent sur ce prisme-là, sa filmographie. Ah ouais Il sait pas écrire des personnages féminins. C'est différent. Ça veut Ouais, pas parce dire que pour l'instant on- que c'est on un. revient- Maelstrom, son perso féminin, Ah bah de toute façon, c'est Ah ce oui. que je dis en intro, mais bon. il est vide quoi. Il a pris quand même plusieurs portraits de. Enfin bref, je le dirais, mais il a pris plusieurs portraits de femmes pour créer son personnage. Hein. Ça fait un peu pitié quand même. Ouais. Et mythomane. Mythomane surtout. Vas-y. Donc voilà, moi à vous les studios, moi j'ai fini. Bah en fait le problème c'est que je suis un peu d'accord, je suis pas foncièrement en désaccord avec ce que tu as dit. D'ailleurs pas du tout, en fait tout est un peu vrai. Moi je vais juste mettre en avant le kiff que j'ai eu hein, de le voir au cinéma quoi. C'est une claque quand même tu parlais de gigantisme, moi je trouve qu'il y a une claque visuelle. En fait je trouve qu'il sait faire de l'épique quoi. Et pas comme peut-être vous l'entendez, pas comme Fury Road peut le faire si on parle de George Miller, pas du tout. Une autre sorte d'épique où il y a quand même quelque chose de grandiose. Alors forcément c'est des plans qui aident, mais moi je trouve ça magnifique visuellement. C'est un film qui met une claque. Je trouve qu'il y a des scènes
En fait, je trouve que le parcours de Ryan Gosling dans ce film est assez... encore une fois, moi, l'histoire, le scénario m'intéresse pas des masses. Je trouve qu'il est pas très intéressant. Et tout ce côté sur le cheval et tout, cette enquête, finalement, c'est du vu et revu. C'est pas ce qui est le plus intéressant, mais il y a quelque chose dans le film qui me laisse un peu la bouche ouverte quand je le regarde. C'est-à-dire, c'est cette espèce de grandiose qui arrive à me toucher, je sais pas trop pourquoi. Moi, son histoire d'amour son histoire d'amour avec cette Joy, cette espèce de cette IA, en fait, j'ai trouvé, je sais pas, même si c'était vu et tout, elle m'a touché. J'ai trouvé Ryan Gosling dans ce qu'on lui critique le plus, cette espèce d'aspect comme si de non-jeu où il fait rien. J'ai trouvé que là c'était vachement intelligent de lui faire jouer un répliquant, parce que on disait que dans Drive c'était un robot. Bah là c'est un robot, et je trouve qu'il est très subtil, et que cette histoire de souvenirs et tout, ça m'a touché. Après, le problème c'est que dans l'analyse, je suis d'accord avec vous, mais j'ai juste pris mon pied en fait. Et à chaque fois que je l'ai vu, j'ai pris mon pied, et je me suis pas ennuyé, parce que j'aime le contemplatif blockbusterien de Denis Villeneuve. Ouais, bah c'est comme ça qu'il je trouve que une partie de son audience. Alors, on va s'écarter du grand film, du vrai film, comme Blade Runner, c'est un film culte, mais c'est aussi un chef-d'œuvre de Ridley Scott. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film extraordinaire. Moi, je me détache de tous ces films extraordinaires, et je parle de blockbuster actuel, dans le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel on vit, de blockbuster, qui est un peu triste. Non, je trouve que Denis Villeneuve est quand même celui qui peut un peu réconcilier le blockbuster et le cinéma. Un peu d'une façon, moi je trouve que ces Dune aussi vont dans ce sens-là, où c'est quand même des gros blockbusters qui sont faits pour la terre entière, et qui sont hyper universels et tout. Ils sont, pas exempts de défauts, mais ils amènent quand même au blockbuster quelque chose de plus réfléchi, de plus intelligent et de plus impactant que ce qu'on peut voir actuellement. Et je trouve que le Blade Runner est un peu dans cette lignée-là, avec tous les défauts qu'il a. Voilà, donc je le défends dans ce côté-là, parce que moi j'ai pris mon pied, mais après je suis pas foncièrement en désaccord avec vous. Mais moi je suis pas foncièrement en désaccord avec toi non plus. Non mais c'est vrai, c'est encore une fois, c'est au niveau de l'image et tout ça, la photographie de Roger Deakins, bon, mais c'est lui qui sauve un peu le truc, je trouve. Ah non, mais de toute façon, pour moi c'est un film de chef-op. C'est un film de Roger Deakins, c'est pas un film de C'est un film de chef-op, je veux bien t'entendre dessus. Et il y a la musique aussi qui aide. La musique, gros, c'est du sous-Skrillex sans percussion. Non mais la fin, je suis désolé, la fin, moi ça... Bon, j'ai réussi à un peu plus. Après, je l'ai pas revu depuis 2-3 ans. J'ai un peu plus supporté le deuxième visionnage, mais j'étais en train de taper quand même sur mon accoudoir, tu vois. Mais à la fin, quand même, le gars, il voit sa petite copine Joy en pub. Pendant tout le film, il la voit la pub. Et le mec se rend compte, peut-être parce qu'il est con comme répliquant, je sais pas, il est trop aliéné, que en fait, il s'est fait berner, et ils te mettent une sorte de dubstep avec des grosses basses, mais c'est pas de la dubstep, des basses. Mec, tu sais pas. C'est de la framasse. Tu sais pas comment il les retrouve. La poursuite, le climax de fin, je suis désolé, c'est l'anti-spectaculaire, l'anti-épique. Il fait exprès, de toute façon, je suis sûr qu'il fait exprès de le tourner dans le noir. Attends, c'est quoi à la fin, en fait, il essuie avec les spinners. Il se crache dans la flotte. Ah oui, la fin dans la flotte. Harrison Ford, le pauvre, il a rien à jouer, il est assis sur son fauteuil, il se noie. Mais je dis, mais putain, le pauvre, quoi. Et c'est vraiment, le film a été fait en plus grâce à lui, quoi, parce que s'il n'avait pas accepté de rejouer là-dedans, je pense que le film n'aurait pas. Moi, c'est un film de scène pour moi. Il y a des scènes. Mais en fait, il y a des scènes qui fonctionnent et que j'adore. Ça représente 10 minutes dans tout le film. Ouais. Sinon, c'est que des chants contre chants, ou soit il a interaction avec la machine, soit il a les interactions avec les autres personnages. Quand il entre dans une pièce, il fait 5 plans pour raconter la même chose. Alors que quand il va chercher c'est le mot, c'est quand il va chercher le cheval. Le cheval. Tu le sais qu'il est là, mais il te filme du vide et il te fait sous 5 plans différents. Je suis gros, c'est pas ça la mise en scène. Je suis désolé, c'est pas ça. Viens-en, enlève 1 heure. Et il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est que maintenant qu'il a carte blanche sur tout, maintenant qu'il a pu réaliser Dune et tout, et du Blade Runner, c'est film d'enfance comme il le dit. Mais en fait, il y a pas eu de producteur derrière pour lui dire, mais mec, allez, vas-y, va à l'essentiel. Et en fait, il est trop libre presque. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un au-dessus, à la prod ou Warner ou je sais pas quelle prod, pour lui dire, mec, là, il faut faire quelque chose, faut avancer ça. En fait, c'est de la paresse d'écrite, c'est de la paresse avancée. On est vraiment dans ces nouveaux styles de blockbuster. Bah non, parce que regarde, 2010, maintenant. Ouais, mais c'est quoi les blockbusters intelligents, mais pour moi c'est neuneux, c'est cuculapraloche, c'est pas ça un blockbuster intelligent. Mais pour moi, en fait, le scénario est pourri. C'est pas puis c'est l'anti-épique. Pour moi, on est plus du tout dans des blockbusters des années 80-90, c'est fini. C'est fini. Spielberg. Aujourd'hui, je sais pas comment on peut faire, mais je trouve que
cette démarche-là, alors c'est peut-être un peu négatif d'imaginer un monde comme ça. Je trouve que cette démarche de blockbuster-là est déjà mieux que tout ce qu'on peut avoir d'autre. Donc, donc du grandiose comme ça, je le préfère que du grandiose vraiment popcorn divertissement qu'on peut avoir en ce moment. Deadpool 3, quoi, ouais. Oui, Ah non, c'est sûr, là, c'est sûr que oui, Ah, moi oui. aussi j'ai préféré Blade Runner 2049 Bah, voir cette ah, dope non. de Deadpool et Wolverine. Non. Ah si quand même. Ah si. Non. Ah, C'est pas la demain, même, tu je me vais pas demandes de apprendre ça. choisir. Demain tu me demandes de choisir, je choisis Blade Runner. Ah non, mais six Deadpool fois. Wolverine, c'est une purge. Je Ouais. sais, mais moi c'est la peste ou le choléra, c'est toujours pareil. Mais... Ouais, ok. C'est toujours mon argument de merde, mais je peux pas choisir. Il y a pas Non, de mais je choix à faire. comprends. Après, est-ce que Parce que c'est deux cinémas qui sont pas. moi, j'ai pas trouvé que c'était un outrage au premier et que c'est déjà fort. Mais Non, mais en fait, c'est ni fait ni à faire. on les enfin, Tu trouves que c'est un Bah, outrage au c'est un premier? clone, c'est un répliquant son premier, c'est vraiment. on- c'est ça. on- Il inverse juste, en fait, le répliquant veut devenir humain, et dans le premier, c'est l'humain qui, en fait, tu apprends qu'il est un répliquant. Alors, tu sais pas. Oui, mais c'est c'est comme disait Hugo, c'est pas du tout un film noir, Blade Runner 2049, alors que Blade Runner c'en est un, tu vois. Ouais, non, mais là, Ah oui. là, tu parlais de trucs impressionnants. C'est vrai qu'il sait un peu le seul truc qu'il sait faire, Denis Villeneuve, quand il a des gros blockbusters comme ça, comme dans Dune, c'est que, ouais, il sait filmer le gigantisme, avec la petitesse du vaisseau, des choses comme ça, il sait très bien faire. Mais encore une fois, tu le vois 3 fois, t'as 3 séquences comme ça, ou 4 séquences comme ça dans le film Blade Runner 2049, et à part ça, c'est bon, t'as compris, quoi. T'as compris, c'est bon, je l'ai compris, en fait. Puis Que un le gros- Ah, monde-là est déshumanisé. Après, c'est pas Et vrai voilà. qu'on peut pas faire de blockbuster. Je trouve que, tu vois, un blockbuster, là je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Rogue One. Rogue One, c'est tout ce que Blade Runner aurait pu être aussi un peu, tu vois. Dans le côté amener du gigantisme, amener quelque chose de très impressionnant visuellement, et en même temps raconter une histoire de façon simple et sans fioriture. Mais après que Blade Runner 2049 soit anti-spectaculaire ou pas épique, moi ça me gêne pas dans le sens où c'est pas ce qui. On en parlait en off avant que t'arrives, Émile. Moi je sais que c'est pas ce qui l'intéresse de Denis Villeneuve. Donc je le sais. Et ça se voit. Parce que dès qu'il filme des scènes d'action, il les expédie parce qu'il sait pas les filmer. Bah, et je Donc, trouve que dans bon. Dune 2, il y en a une très belle. Oui. Donc tu vois, Dans pour Dune- moi, il sait la filmer. Oui, mais. Ah, bah, celle avec le. il progresse, récolteur. heureusement. Ouais, Oui, bah, c'est le seul truc, je dis, ok, bon. il y en a une. Il y a un truc, ça casse pas des briques, mais au moins, il y a une tension. Mais parce qu'on en revient toujours à la même chose. Ça l'intéresse Et ça ne l'intéresse pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi des films dans la sélection qui sont radicalement opposés. C'est que c'est un mec qui vient du cinéma d'auteur. Donc c'est logique que ça soit un type qui ne sache pas filmer les scènes d'action. C'est comme les mecs qui ont fait le Comte de Monte Cristo. C'est des mecs qui viennent du prénom et de la jungle avec Guillaume Gallienne. Qu'est-ce que enfin, tu vois, c'est des mecs qui viennent de la comédie pure. Évidemment que les scènes d'action, c'est pas leur truc. À la fin, le combat à l'épée dans le Comte de Monte Cristo, c'est hyper mal filmé. Non, mais c'est les hyper défauts mal de Monte découpé. Cristo, les combats. Parce que c'est Enfin, les scènes d'action. parce que c'est pas leur truc. Mais tu files ça demain à un mec comme Dupontel, ça va être mieux découpé tout ça parce que Dupontel, c'est un mec qui vient du cinéma, qui est plus découpé. Oui, c'est trop pauvre mec. Non mais C'est qui ton boomer? Dupontel, c'est un mec qui sait découper ces scènes d'action, en tout cas ces scènes, on va dire entre guillemets d'action, Oui, parce que c'est un mec qui vient de ce cinéma-là. C'est un mec qui vient des Monty Denis Python, Villeneuve, il de est Sam fan de Star- Raimi. Il était fan de Star Wars comme tout gosse à son époque, de Blade Runner. Mais bon, il s'est pas orienté vers là, peut-être que c'est pour ça Non, que. on peut être il a fan cru d'un entre truc, deux on peut être fan d'un truc et ne pas le comprendre, et ne pas savoir le reproduire. C'est deux choses différentes. C'est Pour moi, c'est un gosse maintenant, Denis Villeneuve, qui peut adapter ce qu'il veut, de son point de vue un peu arty, et voilà. ouais, mais tu vois comment un mec comme Gérard Miller, non pas Gérard Miller, pour George Miller, pourquoi j'ai cité ce connard de Gérard Miller? Pourquoi George Miller, c'est un mec qui sait découper l'action et qui sait la filmer? Mais parce que même avec Il a un tout commencé petit par budget ça. par son premier film, il a commencé par ça, exactement. Un mec comme Denis Villeneuve, il ne pourra jamais faire des scènes d'action meilleures que ce qu'il fait déjà, parce que il vient pas de là, et c'est pas de sa faute à lui. C'est que c'est lui c'est le système qui a choisi de donner ça à Denis Villeneuve. C'est pas vraiment Tout lui. son départ, c'est quand même quelqu'un qui. Enfin, tu regardes son premier docu, là, son point de vue, c'est vraiment le documentaire autorisant, avec une voix off qui explique tout, qui t'invente un. c'est ça. Et du coup, en fait, il a cette manière d'approcher toujours ses films, enfin la plupart, avec un point de vue scientifique, quoi. Comme un gars qui analyse direct, il va directement analyser, en fait. Il va. Même si des fois tu ressens du vide, il va forcer, il va avoir cette retenue et de pas rentrer dans l'émotion comme toi tu cherches aussi à avoir. Mais c'est pour ça que ça marche auprès des gens. Parce que justement, il a cette approche autorisante du blockbuster. Donc, évidemment, ça change et c'est un peu plus, on va dire, quali que des trucs qui se produisent à la chaîne. Mais en même temps, où est l'émotion? Bah, il y en a pas. Tu pourras pas, tu ne pourras jamais combattre, tu ne pourras jamais aller en face d'une Charlize Theron qui s'écroule
dans le désert, dans Mad Max Fury Road, et voilà, le mec, par la force de ses images, par la force de sa musique, il te raconte 10 000 choses en un seul plan. Enfin, il fait un peu Ça, chier. Denis Villeneuve, Oui, il y fait arrivera qu'il met de la jamais. musique quoi. un peu comme Il y arrivera aurait dû jamais. mettre un silence, mais bon. Après, je te dis pas que George Miller, c'est le réalisateur le plus fin de la Terre. Mais en tout cas, il a compris la notion de langage cinématographique. Ce que Denis Villeneuve ne comprendra jamais. C'est-à-dire le fond, mettre du fond dans un film, c'est pas expliquer, et dire, hey, t'as vu, là, je suis intelligent. C'est pas ça, en fait. Il suffit d'un plan dans le désert où la nana s'écoule, et là, tu mets du sens. T'as pas besoin de mots, de trucs pour l'expliquer, tout ça. T'as juste besoin de ta caméra et de ce que toi t'as dans la tête. C'est ce qu'il arrive à faire à la fin de la scène du bus. Dans Incendie, oui. Dans Incendie. Oui, bah oui, ça va. Mais Incendie, c'est un des rares trucs. T'as un peu ça dans Sicario aussi, où je trouve que Mais il compte Incendie, vachement c'est sur qu'il a le sens de réussi ses à images, rester- mais En fait, c'est dans sa sobriété qu'il brille dans Incendie. oui. Et il a perdu cette sobriété. Et il peut pas s'empêcher quand même de trop expliquer. Je trouve. Bah, ou Même soit, Incendie, tu vois. ou soit il est sobre, mais que dans la forme, quoi. Enfin, la Ouais. sobre. Ah bah c'est sûr que c'est pas un mec, c'est pas Guillaume Canet dans Les Petits Mouchoirs, quoi. C'est pas un mec qui va te filmer des gens qui pleurent pendant 1h30. Non mais ça c'est sûr. Non mais je veux dire, c'est les pas. grands écarts. Non mais c'est grave. pas, Jean-Claude c'est Van pas Damme. du tout son style de cinéma. Non mais je veux dire, filmer des gens qui pleurent, Denis Villeneuve, il aime pas ça, tu vois. Lui, il croit que tout passe par le dialogue et l'explication. Alors que c'est pas le cas. Elle pleure, la cyborg méchante. La réplicante méchante. Oui, mais à chaque Elle fait un petit bisou à la chaque fin fois qu'elle qu'il tue essaye quelqu'un. de mettre de l'émotion, Ah, que les gens c'est- pleurent, ça ne marche C'est pas. nul à chier. Ça ne marche pas, ça. Parce C'est même qu'il te surprend. dans Incendie, quand la fille elle pleure à la fin et tout ça machin, il la filme en gros. Je trouve que c'est un des rares trucs dans Incendie qui ne fonctionne pas pour moi. Qui ne fonctionne pas. Parce que la claque émotionnelle, tu l'as eu déjà 2 heures avant. T'as pas besoin de montrer un personnage qui pleure, puisque nous on l'a déjà ingéré, on a déjà pleuré 10 fois, tu vois. Donc ça sert à rien de la remontrer en gros plan, genre, hey, t'as vu, elle pleure parce qu'elle a découvert que ce que sa mère a vécu est horrible. Oui, mais elle est partie dans son pays d'origine pour découvrir que c'était horrible. Donc voilà. Bon. Le temps nous est compté. On Bref, s'arrête là. Blade Runner 2049, c'était ni fait ni à faire, et ça reste quand même. Un bon Ah, divertissement. non, ça reste encore un film doudou, et on recycle quand même des chefs-d'œuvre. Pas forcément des chefs-d'œuvre, mais voilà. Donc, Mais c'est pas c'était horrible. vraiment une mauvaise idée. C'est pas horrible non plus. pas Je précise C'est quand très même. chiant. Il y a pire à faire. Ça se Il y a regarde pire. largement. Mais c'est quand même un des moins bons. Enfin, de toute façon, c'est difficile de choisir le moins bon pour moi dans sa filmographie. Bref, à vous les. Eh ben c'est fini, hein. C'est fini quoi, c'est fini. J'ai écrit une conclusion, pas du tout. On n'arrivera pas à convaincre les gens qui aiment bien les belles images que c'est de la merde. Voilà. Non mais nous ça nous intéresse, dites-nous en commentaire, on veut parler avec vous, dites-nous ce que vous pensez Tombez de dessus. Denis Villeneuve. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il y a certains trucs qui vous ont... Et c'est pour ça qu'on a invité Émile, c'est parce que je sais qu'il aime plus son cinéma que nous. Moi, c'est Et une des. j'ai trouvé Là, ça je super vais vous intéressant dire un d'avoir truc son point de vue. choquant. Moi, j'ai pris une des plus grosses claques au cinéma. Après, j'étais voilà, j'étais un ado quand c'est sorti, mais Arrival, Premier Contact, Premier c'est Contact, sorti. Moi, je suis né en 2000, donc T'avais 16 ans. j'avais 16 ans. Ah oui, Quand oui. j'ai vu Premier Contact, bah forcément, à la fin, c'était une énorme claque de cinéma, tu vois. Mais Il arrivait tellement au bon moment ce film-là aussi. Il y avait plus Oui, de c'est films vrai. de SF. C'est vrai, c'est vrai. donc Et encore, moi c'est j'ai pas- pris une claque devant Premier Contact, mais après je l'ai pas revu depuis le cinéma, donc je sais pas ce que j'en penserai aujourd'hui. En tout cas, La musique est Prisoners, belle. pour moi c'est un film extraordinaire, mais qui repose beaucoup sur ses acteurs. J'ai oublié quand il allume ou qu'il éteint sa petite copine artificielle là, ça fait la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est voilà. Merci. Ah, Ben putain, j'avais Villeneuve, oublié, tu as une culture. Bref, tu as une voilà. culture énorme. Bon allez, Merci d'en faire partage. faut que j'y aille moi. Ah oui, putain. Bah merci d'avoir participé à. Bah, ce c'est un podcast. plaisir, c'est un plaisir. On te réinvitera parce que tu es très doué en la matière. Ah bah merci, moi je suis chaud, et puis je vous inviterai aussi dans mon podcast. Ouais, cool. Un bah, par un, avec- parce que c'est le Avec principe. plaisir. Super. Avec plaisir. Et nous, on va tirer au chapeau pour voir les 2 prochains thèmes. On fait nos recommandations aussi quand même. Ah, les recommandations. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as une Moi, j'en ai une, recommandation moi. Vas-y, mais- commence Hugo. Bah, ça va aller vite. Moi, c'est une recommandation. Parce que j'essaie quand même de m'éloigner du cinéma et de pas, ne pas déconseiller un film. Donc, je déconseille un restaurant sur les grands boulevards qui s'appelle Victoria Station, je crois. Non, ouais, le Bouillon Pigalle, ouais, aussi, mais non, Victoria Station, ouais. Qui en gros, t'arrives, ils ont reconstitué des wagons à l'ancienne de train. Donc nous, c'est un peu fait avoir par le décor avec ma copine. Et non mais alors franchement, ça c'est vraiment stylé, mais c'est le seul truc qui est stylé dans le restaurant parce que ils sont spécialisés dans la bouffe italienne et c'est vraiment Et dégueulasse. c'est libanais. Non, mais
un peu ça. Moi j'ai pris des moules farcies, alors je sais pas farcies à quoi, elles étaient juste persillées, c'était vraiment basique. Et ma copine a pris une 4 fromages et moi une calzone, et c'était vraiment les pires pizzas qu'on a mangé de notre vie, avec un pichet de rosé qui était dégueulasse. J'ai eu des aigreurs d'estomac pendant 2 jours. Bien les non-recommandations culinaires. Bah ouais, parce que j'adore bouffer, et quand un truc me déçoit, j'aime bien me dire. Surtout que c'est rare, en plus, que je sois déçu par un resto. Et donc voilà, Victoria Station sur les grands boulevards, il y a tellement de bons restaurants sur les grands boulevards à tester avant celui-là, donc n'y allez pas, c'est horrible. Par contre, vous serez bien accueillis parce qu'ils sont sympas. Voilà, c'est tout. Et le décor est cool, voilà. Merci, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. T'en as pas un, toi? Si, mais je te laisse encore réfléchir. Ouais. Ouais, moi j'ai vu une sorte de sous I Watch Shot il y a pas longtemps. Donc The Beta Test, et c'est pas très intéressant. Voilà, je ne recommande pas de voir ce film. Ça parle d'un agent de cinéma qui reçoit une lettre mystérieuse l'invitant à littéralement tromper sa femme avec une partenaire inconnue, les yeux bandés, et après il s'en veut, il devient fou. Et c'est le cliché de l'agent, de cinéma hollywoodien à Hollywood qui pète un câble. Ah, moi, voilà. c'est bon, le seul truc intéressant, c'est ça. Mais après, le film est très chiant. Moi, je non recommande les Cultura de Leclerc parce que il y en a plusieurs, notamment. Non, c'est pas Cultura, pardon. Cultura, c'est une entité. Je non recommande les Cultura. Alors pas tous, mais notamment ceux. Moi, il y en a un à ici les Moulineaux. Il y en a aussi dans d'autres. Moi, je suis allé à Angers aussi, où il y en a un là où j'habitais avant. Les Cultura ont enlevé les DVD et Blu-ray quasiment tout de leur magasin. Je trouve ça honteux. Merci la Fnac de continuer à le faire en grande production. Et Cultura, allez vous faire foutre quoi. Les DVD, merde. Ouais, mais mec. Voilà. Je les comprends un peu. Plus personne n'achète de DVD. Si, moi. Les aficionados comme toi. Et moi, voilà. Peut-être un peu, vite fait. Voilà. Hugo, bon lui. Et je non recommande les Apple dans leur façon de ne jamais sortir. On a dit une. de ne jamais sortir de Blu-ray parce que moi j'attends Killer of the Flower Moon en Blu-ray et on l'a toujours pas. C'est vrai, t'as raison. Voilà, c'est tout. Et le garçon, et t'attends aussi le garçon et le héron. Le garçon et le héron qui sort le 12 décembre, 1 an et 2 mois après sa sortie. Voilà, merci. Putain, ça sort le lendemain de Zenital en DVD. J'achèterai les deux pour Noël, c'est magnifique. Zenital, lui, il a une distribution vidéo, quoi. C'est fou, quoi. Voilà, les bisous. Bon, voilà, merci beaucoup. Bisous, merci. Et nous, on va tirer le prochain thème au chapeau. Et voilà, on se laisse là-dessus. Alors, donc, nous voilà l'étape cruciale de cette fin de podcast, le tirage de thème au chapeau. Parce qu'on a un chapeau. On a un beau chapeau. Alors, donc, attention, on fait voir le truc. Alors, nous avons. Pourquoi t'as scotché c'est les mockumentary. Qu'est-ce que ça veut dire mockumentary, Hugo? Les mockumentaires. Eh bien, les mockumentary ou mockumentaires de manière francisée sont des faux documentaires. Donc, on a l'impression que c'est vrai, mais c'est faux. Tourné à la manière d'un documentaire. Voilà, tourné à la reportage au documentaire. Voilà. Ok, mais il faut. Très bien. Ensuite, donc, le deuxième thème sera le rap au cinéma. Comme c'est bizarre. Donc le rap au cinéma, bon, je pense qu'on n'a pas besoin de décrire le thème, quoi. Bon, non, voilà, c'est assez clair. Rappeurs, le thème. C'est assez clair. Boys and the Hood, tout ça. Non, je vais. Et du coup, alors les films pour le premier thème. Qui sera, je pense, on va commencer peut-être par le rap là, pour le prochain épisode, on verra. On va commencer par le rap au cinéma. Le rap au cinéma, donc ils sont commencés loin. Film d'Orelsan et Christoph Offenstein. Patty Cakes, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est pas grave. 8 Mile. Avec un évidemment. S. Non, c'est 8 Mile. Ah, il n'y a pas le S. C'est vrai qu'il y a pas le S. Et Réussir ou Mourir, le biopic sur 50 Cent. Voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout. Que 4 films. Que 4 films, c'est pas et du coup, moi, mon thème, je dis documentaire. Nous avons C'est arrivé près de chez vous, Spinal Tape, Strass et enfin I'm Still Here. On vous précisera dans la description les réalisateurs et l'année des films parce que bon là c'est un peu vague. Pas mal de films, notamment Strass que peu de gens ont vu, je pense. Et au moins sur les deux listes, voilà, maintenant vous avez le nom des films, donc vous pourrez regarder en même temps que nous. Et comme ça colle un peu mieux parce que c'est un peu un défaut de l'émission, c'est qu'on vous donnait pas le nom des films, donc vous ne pouviez pas regarder en amont. Et là, vous pourrez. Donc pour ceux qui le veulent,
vous regarderez en même temps que nous et vous aurez votre propre avis. Voilà. Allez, conclue et je conclue. Et écoutez, j'ai envie de vous faire plein de bisous, des câlins. Et on est dispo un peu partout maintenant. Ça y est, on est lancé, on est dispo sur Deezer, Amazon, Spotify évidemment, YouTube, oui. Et un autre cast peut-être, je sais plus, mais je crois pas. Et non, c'est déjà pas mal. Oui. Sur les principaux agrégateurs de podcasts, tout à fait. C'est déjà pas mal. Et vas-y. Et voilà. Dis au revoir. Et au revoir, madame. Non, ok. Parce qu'on a un micro en fait. Et donc, oui, on espère que vous avez apprécié ce podcast et que vous serez nombreux à écouter le prochain. Et on vous souhaite plein de bonheur. Et oui, si, Et plein d'amour. J'ai fait une voix là, de long. Plein de bonheur. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à nous mettre des notes parce que ça nous aide dans l'algorithme, un peu comme partout. Et à commenter, à nous faire des retours sur ce qui va, sur ce qui va pas. Et à mettre des likes parce que ça nous fait remonter aussi dans les algos. Voilà. Les algos, ce n'est pas un terme du bâtiment. Non, pas les aglos. Bon, sur ce, on vous embrasse et puis à très vite. Au revoir. Des bisous les copains, à très vite. Ciao, ciao, ciao. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.